Bienvenue sur le Train to Rehab podcast, le rendez-vous des sportifs qui veulent aller loin sans finir cassés. Je m'appelle Thomas, je suis kiné, coach et passionné de sport d'endurance. Ici, on parle blessures, performance, réathlétisation et même un peu de business pour celles et ceux qui vivent du sport et veulent en faire leur métier. L'objectif, te donner les clés pour mieux comprendre ton corps, t'entraîner plus intelligemment et continuer à progresser, que tu sois blessé, en reprise ou en quête de performance durable. Allez, on attaque l'épisode du jour. Salut Nico, comment tu vas ? Eh ben écoute, ça va plutôt bien. Un peu fatigué ce matin, ça peut se voir à ma tête, même si on est en audio, mais à part ça, tout va bien. Juste une ou deux nuits un peu moins bonnes, mais globalement, je suis dans de très bonnes dispositions pour enregistrer le podcast. Trop bien, trop bien. Eh ben, je suis content de t'avoir. C'est Valentin de Motion Therapy Expert qui m'a gentiment donné ton nom. Et je voyais passer régulièrement tes contenus, mais j'étais pas forcément abonné à toi. Je voyais régulièrement tes contenus via Fred Cause et puis Valentin aussi. Donc Mhm. ça me fait et puis je me suis abonné et puis bah j'ai vu la mine d'or qu'il y avait sur ton Merci. compte. Donc vraiment je suis vraiment content de t'avoir et on va aborder pas mal de sujets qui vont être vraiment intéressants pour mon audience. Avant de commencer tout ça, est-ce que tu pourrais te présenter? Ouais, bien sûr. Je vais faire un coucou à Valentin et à Fred, hein, quand même, au passage. Euh, et Héloïse, en fait, c'est un peu la triplette. Et Valentin, que j'ai pu coacher pour son marathon, pour ses projets un peu farfelus où il essaie de vouloir maintenir de l'hypertrophie en faisant de la course à pied. J'essaie de lui expliquer que c'est possible, mais ça sera moins bien. Donc, c'est assez rigolo. Alors, moi, je vais me présenter assez rapidement. Donc, je suis Nico Vandel, fondateur de Agile Training. Alors, quand je dis fondateur, c'est pas non plus une holding et une multinationale, hein. C'est mon nom commercial pour le coaching où on est 6 coachs maintenant dedans. Et principalement, j'accompagne des sportifs amateurs, surtout sur des projets de course à pied, d'un peu tous les niveaux, hein. Ça peut être du débutant ou de la débutante évidemment qui veut faire son premier 10 km, à quelqu'un qui veut faire un ultra trail ou même à quelqu'un qui va faire un top 10 sur des courses UTMB. C'est très varié. Alors ça, c'est mon activité principale. Et j'ai aussi en activité secondaire, on va dire ça comme ça, de la préparation physique, mais plutôt chez des sportifs de haut niveau. Ça peut être une joueuse de foot pro, un triathlète pro, un skieur pro. C'est le pied que j'ai gardé là-dedans, puisque j'ai travaillé 10 ans avec l'équipe de France de ski avant, qui m'avait amené à faire notamment les JO 3 fois, donc j'ai eu de la chance. Là, les prochains, je vais les regarder à la télé. C'est les premiers depuis 15 ans que je regarderai à la télé, mais c'est cool aussi dans le canapé, je pense. Ça sera un peu moins stressant. Et puis, pour compléter, donc j'ai écrit un livre qui s'appelle La prépa physique de l'endurance où j'aborde et la partie prépa physique et endurance, évidemment. J'ai aussi des formations en ligne sur comment dire, sur l'entraînement, la prépa physique de l'endurance. C'est une nouvelle qui est en train de finaliser sur les basiques de programmation. Pour terminer, j'aurais fini le petit tour commercial, on va dire ça comme ça, mais ça présente les activités. J'ai un podcast qui s'appelle Endurance 30 et également j'ai cofondé une application pour le coureur à pied qui s'appelle Renfo pas à pas, qui est plutôt destinée à ceux qui sont débutants en renforcement musculaire et qui veulent compléter leur pratique avec un renfo sécurisé. Donc on l'a monté avec Flavien Gay, qui est un préparateur physique au Racing Métro dans le rugby, mais qui est aussi coureur. Voilà, j'espère que j'ai fait exhaustif et que j'ai déjà pas perdu les gens. Non, c'est génial. De toute façon, on reviendra un petit peu sur toutes ces activités. Et pour essayer de revenir un peu à la base, toi, c'est quoi ton pourquoi en tant que sportif déjà? Pourquoi tu t'es mis au sport? Pourquoi t'as voulu creuser un petit peu plus dans ce domaine-là, justement? Bah, c'est marrant comme question. Alors, j'ai pas eu le choix sans l'avoir, en l'ayant eu, hein, évidemment, mais je viens d'un petit village dans le Jura qui s'appelle Bois d'Amont. Et quand on était gamin, typiquement, c'était assez simple. On faisait du ski de fond l'hiver, du foot l'été, comme beaucoup de gamins de montagne, hein, finalement. Un coup de tennis pendant Roland-Garros, un coup de vélo pendant le Tour de France. En gros, c'est comme ça que ça fonctionnait. Donc, j'ai fait du ski en compétition jusqu'à mes 20 ans, on va dire ça comme ça. Mais initialement, déjà, je suis issu d'un milieu de skieurs, hein, puisque mon papa, mon tonton faisait du ski aussi en équipe de France. Et l'autre point quand même, c'est que je suis asthmatique de naissance, sur des formes assez graves. Quand j'étais gamin, maintenant c'est stabilisé. Et de toute façon, de devoir faire du sport, c'était obligatoire,
puisque à l'époque, le premier allergologue avait dit à mes parents que j'atteindrais pas les 20 ans et qu'il fallait absolument me. Alors je rassure tout le monde, hein, c'est pas un truc larmoyant, tout va bien, et qu'il fallait me garder dans une bulle. Et ils sont allés voir un autre allergologue, une allergologue, Madame Perrin, que je salue en l'occurrence, qui a dit bah, bien au contraire, il faut bouger. Donc finalement, le ski, enfin le sport hein, de manière générale, c'est à la fois culturel, d'où je viens, et puis ça a été à la fois un besoin et vital, on peut dire ça comme ça. Et donc du coup, voilà, en m'entraînant pour le ski, ben, on a fait de la course à pied, on a fait du vélo, on a fait du renforcement musculaire. Donc j'ai pris goût aux efforts d'endurance, même si j'ai pas eu une carrière de très haut niveau, mais en tout cas, j'ai pu atteindre le plus que je pouvais. Et à la vingtaine, j'ai un peu switché, j'ai basculé sur quand même des courses de ski de fond, des marathons en populaire, mais de temps en temps des trails, des choses comme ça. Et là, je remets des dossards une ou deux fois par an sur des distances variées. Ça dépend de ce qui m'anime, pardon, sur le moment. Mais même si j'ai pas de gros objectifs, j'aime toujours faire du sport et j'aime surtout être dehors, hein, principalement. Donc ma pratique, tu vois, elle est pas. Si je mets un dossard, par exemple, je vais faire du mieux possible. Tu vois, quand j'ai préparé un marathon, j'avais un chrono en tête. Là, j'aurais préparé un 100 bornes, je vais essayer de faire ça bien. Mais j'ai pas une pratique très compétitive dans le sens où ça guide pas ma vie. J'ai un projet sur 6 mois et ça me donne une trame pour mon entraînement. Je fais du mieux possible à l'entraînement et à la compète, mais j'ai 40 ans. Je suis pas dans une démarche de haut niveau et pour avoir bossé avec beaucoup de sportifs de haut niveau, je sais ce que c'est et c'est pas mon cas. Donc j'essaie de prendre du recul par rapport à ça. Donc je dirais que je me fais plaisir. Je prends du plaisir à l'entraînement et dans des projets. Génial, super. Et si je te repose la question maintenant pour le côté professionnel du sport, ce serait quoi ton pourquoi? Pourquoi tu as basculé de ce côté-là de la barrière? Bah, de base, j'étais pas assez bon pour aller dans le haut niveau en tant qu'athlète. Donc, j'ai jamais été athlète entre guillemets, puisque c'est pas sportif de haut niveau. Donc, j'ai dû trouver un autre moyen d'y aller. On va dire ça comme ça, parce que la compète, c'est quand même quelque chose qui m'anime, même si ça m'anime pas moi pour ma pratique perso plus que ça. Et du coup, ça s'est fait un petit peu naturellement. J'arriverai pas à te dire comment on en est arrivé là. Mais ça s'est fait de fil en aiguille parce que le coaching, et quel que soit le niveau, hein, de toute façon, moi j'aime cette démarche d'essayer en tout cas de faciliter la vie des gens et de les aider à réaliser pardon, du mieux possible leur projet. Donc c'est vraiment ça qui m'anime dans le coaching et je trouve que tous les projets sont importants. De gagner, de faire une médaille aux mondiaux juniors de ski comme de faire un premier 10 km. C'est des gens en fait qui s'investissent dans ce qu'ils font avec leurs possibilités, qu'elles soient physiques, mentales et logistiques. Et c'est super chouette en fait d'essayer de les aider à réussir du mieux possible leur projet. Alors des fois on les réussit, des fois on les réussit moins bien, des fois on les réussit pas du tout. Mais en tout cas, voilà ce qui m'anime, je pense, c'est d'accompagner les gens et de les aider à progresser, quel que soit le niveau finalement. Hmm, ouais, carrément. Et tu dis une phrase que j'aime beaucoup. Tu dis que Ah, t'es pas un ingénieur, t'es un artisan ouais. du sport. Ça veut dire quoi ça pour toi? Ben, ça veut dire que, évidemment, j'ai des process qui sont structurés, et notamment avec, disons, de haut niveau, on est obligé de structurer les process. Mais pour autant, je considère pas que le sport, enfin, que la performance, hein, quelle qu'elle soit, c'est A plus B. C'est, entre guillemets, A fois B. Enfin, t'es déjà sûr que c'est A fois B. Et en plus, tu vois, j'ai une approche par rapport aux recettes toutes faites en disant, si tu fais ça, ça va donner ça. Et je trouve que ça marche pas forcément comme ça. L'entraînement, il y a une grosse notion d'empirisme, d'expérience. Et finalement, oui, je me considère vraiment comme un artisan sur le sujet parce que chaque cas est différent. Alors, ça ne veut pas dire que la plupart des choses ne marchent pas avec la plupart des gens, mais il faut quand même toujours bricoler, s'ajuster, et c'est ce qui fait aussi la beauté de l'entraînement. Donc, globalement, en fait, je dis un peu ça en réponse, alors de manière un peu provocante, hein, mais à ce monde EBP qu'on a maintenant, où je sais pas, maintenant on doit tout justifier. Demain, je vais te dire il pleut. On va te demander de sortir 3 études pour expliquer que, en réalité, d'où vient la pluie. Et j'exagère un peu, mais c'est quand même ça. Et même des choses de base dans l'entraînement qui sont un peu séculaires, qui sont transmises de génération en génération et qui ont été améliorées. C'est une certaine forme d'artisanat finalement. Et des artisans, tu prends, alors
me considère pas comme tel dans l'entraînement, mais tu prends un compagnon ou un artisan d'art, il a beau pas être ingénieur, il a une compétence qui est très élevée dans son domaine, donc c'est pas péjoratif hein, quand je le dis comme ça. Je sais pas si je réponds à ta question de cette manière-là. Mm. Non, c'est clair. Non, c'est très très clair. Et puis je trouve que même cette vision-là, un peu EBPA max, des fois on la retrouve même tout simplement dans les commentaires sur Insta. Tu mets un post Ouais, sur ce que tu as observé à l'entraînement et tu te retrouves avec des gens qui n'ont même jamais fait de sciences, qui vont te ouais, demander des études ouais. là-dessus. Et c'est vrai que oui, il y a tout ce qui est études, etc. Ça donne une colonne vertébrale, mais c'est vrai que je pense qu'on pourra y revenir sur le côté, la dimension psychologique aussi du coaching et le rôle du coach d'un athlète, de comprendre son athlète vraiment d'un point de vue psychologique aussi. Mais c'est un levier qui est important et on ne peut pas se reposer que sur des papiers, quoi. Ouais, et en plus je vais même plus loin, après on fera sûrement pas l'épisode là-dessus, effectivement de lire, de se tenir au courant de la littérature, de lire autre chose, c'est important évidemment, tu ne peux pas juste faire avec ton impression et ton ressenti, ça c'est évident, mais autant le système EVP, je le comprends en médecine, parce que les enjeux, ils sont quand même, c'est pas les mêmes que dans le sport, tu vois ce que je veux dire? Alors, bien sûr, Mhm. on n'est pas là pour péter les gens en deux, et évidemment, faut être un peu malin, mais derrière, bah, ta course, elle est ratée, tu vois, tu vas pas perdre la vie ou des choses comme ça, donc faut aussi un peu relativiser notre métier, tu vois. On fait du mieux possible, mais oui, on sauve pas des vies, c'est le premier point, et le deuxième point, c'est que finalement, tu vas lire un livre où tu vas discuter avec un autre entraîneur. Alors oui, t'as pas de source, mais cet autre entraîneur-là, il aura lu de la littérature, il aura lu des livres que toi t'as pas lu, de la littérature que t'as pas lu, et quand il va partager son expérience, finalement, elle va être aussi fondée sur ses propres connaissances. Et j'estime, c'est un point de vue qu'on n'a pas à les hiérarchiser. Pour moi, il n'y a pas de hiérarchie de preuve, entre guillemets. Déjà, le mot preuve, ça m'agace dans l'entraînement. Mais il n'y a pas de hiérarchie, c'est juste que dans ton système, tu vas prendre les infos qui te jugent pertinentes, et derrière, tu en fais ce que tu en veux, et tu les utilises en étant le moins biaisé possible, mais en fait, on est toujours biaisé. En fait, il faut accepter que nous, en tant qu'entraîneur, on est biaisé, que la personne en face de nous, elle est biaisée, et surtout que le chercheur en face, il est aussi biaisé dans son postulat de départ. Donc c'est pas tu peux avoir un protocole d'étude aussi robuste qu'il soit, si l'idée de base elle est pas bonne, ça va te donner un protocole robuste sur une idée de merde. Et du coup, il faut quand même relativiser tout ça. Et souvent, moi, j'ai plus une approche en disant que la science et la recherche, parce que la science c'est encore autre chose, la recherche elle suggère, l'entraîneur il propose et le sportif il dispose. Et je pense que c'est dans cet ordre-là que les choses se font. Et la perte, ça le valide, hein, bien évidemment, au bout du compte. Ouais, non, c'est très clair. Et c'est pour ça que j'adore aussi ce format podcast. C'est que, Mm. comme tu l'as dit, tu peux échanger avec quelqu'un d'autre qui a d'autres données que toi, mettre en contradiction ces choses-là. Et il y a tellement. De toute façon, on va parler de l'individualisation de la planification chez le Mm. coureur et de son importance. Mais en fait, on est tous différents et il y a une infinité de méthodes en fait. Et Ouais. pour chaque athlète, il va y avoir une méthode différente. Enfin, c'est même, méthode, c'est même pas le mot, mais une stratégie différente à appliquer, quoi. Euh, Ouais. j'ai envie de revenir un petit peu sur ton parcours. C'était quoi ton rôle exact au sein du staff olympique dans l'équipe de France de ski? Alors, j'en ai eu deux principaux en fait sur 10 ans en fait. J'en ai eu un où j'étais responsable du fartage, donc la préparation des skis, où là c'était plutôt sur le circuit Coupe du Monde, Jeux Olympiques, etc. Et parfois par tous ou parfois de manière complète, ça dépendait des saisons, enfin des cycles en tout cas. J'étais en charge de la préparation physique du groupe relève, donc junior groupe B. Donc là, c'était sur le circuit en dessous, qui était championnat du monde junior, Coupe d'Europe, Coupe du monde B, enfin Coupe continentale, ça s'appelle, pardon. Et donc j'avais les deux, et selon les besoins, je naviguais
d'un groupe à l'autre. Donc en fait, j'ai fait 4 saisons avec le groupe B. En fait, j'ai commencé avec le groupe A et après les JO de 2018, j'avais envie de j'ai envie d'aller sur de la formation parce que c'est plus mon côté. Donc j'ai fait ouais, quasiment 4 saisons avec le groupe B junior. Et sur la fin, j'ai été rappelé sur la Coupe du Monde et pour les mondiaux de 2021 et les JO de 2022. Donc là, j'avais l'été. En fait, en gros, j'avais la préparation physique l'été à ce moment-là du groupe B junior. Je suivais un peu de loin l'hiver et l'hiver, je rebasculais sur le groupe A. Donc j'ai vraiment eu ces deux missions et c'était au gré des besoins en fait du staff et de toute façon quand c'était pas moi qui étais décisionnaire, donc en fait ton chef d'équipe il te dit j'ai besoin de toi là et là, tu sais faire les deux, bah tu dis bah ok j'y vais quoi. Donc j'ai vraiment eu ces deux parties là, mais ce qui était bien aussi c'est que sur les Jeux de 2018 et de 2022, j'ai pu retrouver en tant que technicien des athlètes que j'avais formés ou j'ai contribué à former en tout cas là c'est l'été précédent ou les saisons précédentes. Donc ça c'était aussi chouette. Et ce qui me fait plaisir c'est que ils sont encore là maintenant. Donc il y en a un qui est resélectionné au JO là, qui vont arriver bientôt. Et la plupart sont encore performants, sont encore dans les groupes A. Et du coup, ça fait toujours plaisir. Et surtout, ce qui fait le plus plaisir, c'est que je discute déjà plus d'entraînement avec eux parce que je reste dans mon rôle. Par contre, avec pas mal d'entre eux, pas tous, hein, ça dépend des affinités, mais avec quelques-uns, bon, on peut discuter de tout et de rien encore maintenant, et c'est ça qui est le plus important finalement. Ouais, génial. Et du coup, comment ça se passe? Par exemple, on va prendre l'exemple de la préparation d'une année olympique. Toi, on Mhm. t'appelle, on te dit, voilà, Nico, il faut que tu prépares tel groupe d'athlètes ou tel athlète. Comment ça se passe? Déjà, combien de temps en amont on t'appelle? Et combien de temps t'as pour préparer cette grosse échéance-là? Bah, en fait, c'est pas vraiment sur une année, c'est plutôt sur 4 ans. En fait, à chaque fois, il y a un cycle qui se remet en place et finalement, l'année olympique, c'est simplement la continuité de ce qui a été entrepris depuis 4 ans. Mais j'ai envie de te dire, c'est la continuité de ce qui a été entrepris depuis beaucoup plus longtemps dans les structures régionales et avant les structures régionales, dans les structures départementales et dans les clubs. Et en fait, finalement, tu sais, il y avait un groupe A, un groupe B. Il y avait des athlètes qui switchaient du A au B d'une saison à l'autre, selon le niveau de performance sur la saison. Donc, tu en avais que tu pouvais perdre, en guillemets, et retrouver un peu plus tard. Tu en avais qui t'aidaient à remonter en groupe A. Et donc, c'est plus un process qui est un petit peu permanent et où finalement, je pense qu'en tant que staff, t'es que de passage. Et tu vois, t'es là pour l'aider sur une période, mais derrière, avant toi, il y a d'autres personnes qui l'ont aidé. Et je dis souvent, peut-être que son instit ou son coach de club, quand il ou elle avait 8 10 ans, ben, elle a peut-être et même probablement plus d'importance dans sa performance que toi quand tu arrives sur des années où ils ont 20 ans, parce que c'est eux qui ont appris à skier. Enfin là, je parle du ski, mais c'est pareil partout. C'est eux qui ont donné envie de le faire. Et encore plus que ça, ce qui a le plus d'importance dans la perf, c'est quand même l'athlète, parce que c'est lui qui a franchi toutes ces années et c'est lui qui a progressé. Donc voilà, en fait, c'est pas enfin, en tout cas, nous, comme on bossait, c'est pas on t'appelle sur une année en disant il y a cette mission-là, c'est juste un process. Bien sûr, les années olympiques, elles sont un peu plus chargées et surtout que nous, ben, le groupe B, je l'avais encore l'été avant les JO et sur du groupe B, il y en a deux qui se sont qualifiés trois qui se sont qualifiés au jeu, deux ou trois, je sais plus. Et du coup, ben, tu es en train d'essayer de les aider du mieux possible, mais t'es quand même que de passage. Donc, il faut vraiment le prendre comme ça. Et tu vois, il y a les gens du groupe A que j'ai pas eu beaucoup, je les ai eu un mois quand ils étaient blessés et que les autres est partis en compète. Donc c'est un staff où on essayait de communiquer et derrière c'est pas un vase clos justement. Et, selon les périodes, voilà. Donc voilà comment ça se passe. Ça se passe plutôt sur un fil conducteur au fil des mois, des saisons et des années quoi. Hmm, yes. Et euh, du coup, qu'est-ce que ça veut dire s'occuper de leur préparation physique? Est-ce que toi, tu vas Mhm. jusqu'à... Je suppose que tu as aussi des compétences dedans. Est-ce que ça va jusqu'à programmer leur planification Ouais. en ski? Ou alors c'est vraiment le à côté du ski, les rendre plus forts, plus athlétiques, on va dire? Non, pour moi, les deux peuvent pas être dissociés parce qu'en fait, la préparation physique, c'est une des facettes de l'entraînement, c'est une des facettes de la perf. En fait,
c'est juste une des manières de travailler pour augmenter ton niveau de performance et pour donner plus d'outils pour être performant sur les skis. Tu vois, moi je le prends comme ça. Et sur les groupes juniors, en fait, on était deux pour cinq ou six athlètes. Il y avait un chef d'équipe qui était Alex et qui était plutôt là. Moi j'étais sur le combiné nordique, donc il y avait la partie ski de fond et saut à ski. Et moi, j'ai aucune compétence technique en saut à ski, on va pas se mentir. Donc, je reste à ma place sur le sujet. Et lui, en fait, on co-construisait la stratégie ensemble. C'est lui qui avait la main sur la technique. Par contre, moi, je gérais vraiment tout, la programme, enfin, la planification, la programmation et les contenus. Donc, je disais les contenus, c'était les contenus énergétiques et les contenus en musculation. Et quand je disais je gérais tout, c'était aussi sous l'accord, enfin, avec l'accord ou co-construit avec le chef d'équipe et également pour coller dans l'esprit avec ce que le groupe A, vu que j'étais avec un groupe B junior, attendait pour plus tard. Donc, disons que j'organisais tout moi, c'était ma mission, mais par contre, je décidais pas tout seul de ce que je faisais, il fallait que ça soit cohérent par rapport au système global. Hmm. Et c'est des. Je me rends pas compte, je connais pas trop le domaine. C'est des gros Hmm. staffs dans les équipes de ski comme ça? Bah, nous, sur le groupe B junior, pas tant. On était deux, plus un kiné qui venait à la vacation. On était deux pour 5 à 6 athlètes. Des fois, ça montait à 10 avec des sélections en dessous, mais on en gérait 5 à 6 à l'année. Après, sur la Coupe du Monde, si on prenait staff tout inclus, enfin Coupe du Monde et JO, pour 5 athlètes sélectionnés, ça faisait un staff de 7 personnes. Parce qu'en fait, il y avait un chef d'équipe, un entraîneur pour le ski de fond, un entraîneur pour le saut à ski, un kiné ou ostéo qui tournait en vacation. Et après, nous, les techniciens, donc la préparation des skis, on était quand même trois. Parce que, en fait, ce qui fait que c'est autant staffé que ça, c'est que la partie glisse, enfin la partie ouais, fartage, elle est méga importante. Donc du coup, il te faut une équipe. Alors, je sais pas si on tenait la route, mais on va dire que oui. C'est une équipe qui tient la route. Et tu vois, moi, j'ai connu deux rôles. C'est ça qui est marrant. J'ai connu le rôle de technicien où tu as une influence directe sur la performance le jour J. Avant, tu n'as pas vraiment d'influence, mais le jour J, en gros, si tu te plantes, il n'y a pas de perte. Et si tu te plantes pas, c'est pas toi qui fais la perte, mais en tout cas, tu donnes les armes pour le faire. Et j'ai connu la partie entraîneur où finalement, tu n'as aucune incidence le jour J. Bon, enfin, on va toujours passer sur les réseaux le discours machin, mais ouais, enfin, tu as surtout une incidence quand tu as construit les choses avec l'athlète. Donc j'ai connu ces deux aspects-là. Et ça, c'est intéressant parce que ça m'a aidé à me construire aussi et ça m'a aidé à prendre du recul sur ce qu'on peut apporter en tant qu'entraîneur. On apporte des choses, mais les clés, c'est pas nous qui les avons. Et par contre, pour terminer, maintenant, quand je travaille avec des sportifs de haut niveau, sur la préparation physique, je fais que la partie musculation. C'est-à-dire que j'ai en accord avec le coach. Bon, dans le foot, c'est un peu plus compliqué, mais en sport individuel, oui. Et du coup, le coach est l'athlète, évidemment, et je propose les contenus de muscu qui sont adaptés à ce qu'on veut travailler en ce moment. Et derrière, c'est le coach qui décide quand est-ce qu'il les place dans la semaine ou qui me dit éventuellement de les modifier. Donc, tu vois, j'ai connu ces deux aspects-là, mais en tant que staff, oui, j'avais la main sur un peu tout. Ouais, génial. Bah, tu me fais la transition parfaite Ouais. pour qu'on aborde justement le renforcement, notamment chez le coureur. C'est un sujet dont tu parles beaucoup. Ouais. Déjà, j'ai une question, la toute première. Est-ce que c'est obligatoire? Enfin, est-ce que c'est grandement recommandé le renforcement chez le coureur? Bah, tu vois, dans ce que tu viens de dire, il y a une nuance de taille, c'est obligatoire et grandement recommandé. Alors, c'est absolument pas obligatoire. Je vais te le dire pourquoi. Parce que le seul truc qui est obligatoire si tu es coureur à pied, c'est de courir. Hmm. Enfin, simplement, c'est ça. Et et c'est pas des cas isolés. Donc, je vais peut-être me faire tomber dessus par des gens qui vont me demander des sources, mais la source, elle est très très vaste. Il y a des dizaines de milliers, je pense, de coureurs à pied qui font des marathons, des ultra-trails, des trails, qui les réussissent, qui se blessent pas et qui courent depuis des années sans faire de renforcement musculaire. Donc, c'est pas obligatoire. J'aimerais bien recentrer ça. Par contre, oui, c'est fortement conseillé et c'est marrant que tu me poses la question parce que justement, sur les réseaux, moi, j'essaye toujours de nuancer. Et des fois, peut-être certains vont croire, ah, bah, il dit que le renfort, ça sert à rien. Et c'est comme quand je nuance les études scientifiques. Je dis pas que ça sert à rien, j'essaie juste de prendre et d'essayer de prendre de la hauteur sur ça. Et le renforcement musculaire, bien sûr que c'est très utile. C'est très utile pour deux raisons. La première, c'est une base santé. Donc, moi, je considère que c'est un sport croisé.
au même titre que le vélo, au même titre que la natation, pour le coureur à pied. Et donc, ça va t'amener les mêmes bénéfices qu'un sport croisé, c'est-à-dire que ça va t'amener ce que la course à pied n'amène pas, en termes de motricité notamment. Donc, tu vas essayer de compenser le fait de faire toujours un geste cyclique, et c'est la première vertu pour être en meilleure santé. Ça va te permettre, comme un sport croisé, d'augmenter ta charge de travail sans rajouter de la surcharge mécanique. Et du coup, seulement une fois que tu as passé ce raisonnement-là, je pense, en tout cas c'est mon point de vue, tu peux dire je vais aller optimiser la performance. Mais ça vient vraiment en second quand même par rapport à ça. Et c'est toujours pareil, pour optimiser la performance, c'est un concept de surutilisation ou de sous-utilisation. Quelqu'un qui ne court pas assez par rapport à ses objectifs, s'il veut augmenter sa perf, il aura meilleur temps de courir une fois de plus dans la semaine. Ça semble évident de le dire, mais c'est vrai. Par contre, quelqu'un qui stagne un peu, ben, il aura intérêt peut-être à, au lieu de rajouter une nouvelle séance de course qui va lui remettre trop d'impact par rapport à ce qu'il peut tolérer, ben, peut-être qu'un sport croisé, comme le renforcement musculaire, ben, ça va vraiment lui permettre d'aller gagner un petit peu. Mais en fait, c'est très individuel en fait finalement. Ça va vraiment dépendre des personnes, des possibilités et aussi de l'appétence que les gens ont pour le renforcement musculaire. Parce que ce qui se passe en ce moment, la tendance, à force de dire partout qu'il faut faire de la force max, et moi j'y suis pas opposé sur le principe, moi j'ai opposé à rien. Mais les gens disent ça, ils font, ah ben, ils ont l'impression que s'ils en font pas, bientôt ils pourront plus acheter un dossard et ils n'auront plus le droit de courir. Et je te vois rigoler, mais on en est là dans certains discours. Et tu dois faire ça, tu dois lever ton poids du corps une fois et demie au squat. Ces discours sont dangereux. Euh, Pas de dire une fois et demie ou pas, c'est pas ça la question. Mais de mettre ça dans la tête des gens, pour moi, c'est des discours qui sont dangereux parce que les gens culpabilisent et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller tout de suite se foutre sur des barres qui sont trop lourdes pour eux. Et derrière, ça va mal se terminer. Donc, c'est fortement conseillé, mais je dirais dans une optique plutôt de santé dans un premier temps. Et on en parlera Hmm. peut-être après. Je peux même te dire sur l'expérience que j'en ai, parce que j'ai quand même pas mal de monde, il n'y a vraiment pas de règle. Il y a des gens, enfin, il n'y a pas de règle dans l'ordre. Tu fais un cycle de force max, moi j'en fais plus, mais on peut même le dire comme ça, suivi d'un cycle d'endurance de force et puis suivi d'un cycle de PPG dans une saison où tu fais l'inverse, ça marche aussi parce qu'en fait c'est un sport croisé, donc il y a tout qui fonctionne selon les cas et ce que les gens ont besoin sur le moment. Donc voilà ce que je peux en dire en tout cas sur ça. Ouais, carrément, je suis 100% d'accord avec toi sur le fait que dans un premier temps, c'est surtout pour un aspect santé, où c'est hyper important, et même pas que, parce que quand on parle renforcement du corps, on voit souvent le membre inférieur, mais Mm. tout ce qui est musculature du dos, etc., c'est des choses qu'on peut aller travailler aussi, parce que dans nos vies sédentaires, Ouais. on en a besoin. Euh, et c'est Valentin qui disait qu'on a tendance à vouloir justement, aujourd'hui on est une société très sédentaire et on a tendance à vouloir faire les sportifs de haut niveau alors qu'en fait, là, pour 99% d'entre nous, on n'en est pas. Donc ouais, l'aspect santé en premier, je pense que c'est quelque chose vraiment à souligner. Si maintenant on a envie voilà, on a envie de mettre en place du renforcement musculaire dans son entraînement, euh, c'est quoi les qualités physiques qui vont être idéales à développer et est-ce que tu pourrais nous les définir aussi? Ouais, bien sûr, bien sûr. Et tu vois, pour rebondir ce que tu as dit et sur ce que tu as dit, et ça va me permettre de faire la suite. J'essaie d'avoir peu de blessés. Je pense que j'ai peut-être 10% de coureurs qui se blessent dans l'année. J'enlève les entorses, mais ce qui est peu par rapport à la course à pied, mais c'est toujours 10% de trop. Mais cette année, ça a un petit peu augmenté parce que je me suis fait avoir. C'est aussi pour ça. Alors j'ai pas mal dormi à cause de ça, mais c'est mes réflexions du moment, donc c'est marrant qu'on en parle. Parce qu'en fait, la saison dernière, je vais aller orienter davantage le renforcement, un peu plus que membrane, etc. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et je me rends compte que c'est pas l'idée du siècle et qu'avant, en faisant des trucs plus généraux, ben les gens avaient moins de petits pépins. Et finalement, tu vois, euh, j'ai coutume de dire, ta course, elle se passera mieux si tu es au départ et si tu as pu t'entraîner à peu près tous les jours que si tu as trop forcé sur quelque chose, et notamment la musculation, et que t'es pas au départ ou que t'as pas pu la suivre. Donc tu vois,
Je dirais que les qualités qu'il faudrait développer, pour moi, elles sont générales. Et en fait, je vais te le faire dans l'ordre sur la conception que j'en ai. En fait, tu vas prendre un curseur des deux spectres avec la force max. Donc la force max, c'est ce que tu peux lever qu'une seule fois. Si vraiment tu es à l'extrême du spectre. Et à tout l'extrême du spectre, tu as l'endurance de force, c'est ce que tu peux lever des dizaines, voire des centaines de fois. On va dire, pour faire classiquement, que tu peux lever 40 fois en musculation. La force max, en fait, finalement, elle s'exprime jamais dans le sport d'endurance. Tu fais jamais une seule rep ou un effort maximal. Premier point. Et l'endurance de force, à l'opposé du spectre, elle s'exprime continuellement dans l'effort d'endurance parce que c'est ce que tu fais en fait. C'est ce que tu fais déjà sur le terrain. Donc du coup, c'est pas les deux. Pour moi, c'est pas dire que c'est inintéressant, mais c'est pas les deux curseurs sur lesquels aller. Ça va être intéressant pour développer certaines qualités, justement, que ce soit de la force ou de la force explosive ou de l'endurance de force, je peux en mettre par moment, mais c'est pas le cœur du problème chez beaucoup de gens. Pour moi, le cœur du problème, c'est l'intermédiaire. Et l'intermédiaire, pour moi, tu vas avoir, si on part de la force, tu vas avoir l'explosivité, ou on va plutôt faire la puissance. La puissance, en fait, c'est produire le maximum de force dans un minimum de temps. Donc globalement, si tu prends une charge pour illustrer pour les gens, parce que je connais pas tout le public que tu as, tu as une charge et en fait tu essayes de la pousser le plus rapidement possible. Simplement, on va dire ça comme ça. Et ça peut faire le lien sur la course à pied. La puissance, c'est tu es sur un terrain plat et il y a une montée qui arrive et en fait tu as envie de maintenir ton allure. Donc du coup, tu vas forcer davantage en fait finalement pour maintenir l'allure. Après, tu auras l'explosivité qui est liée. L'explosivité, c'est produire le maximum de puissance sur un laps de temps donné, enfin dans le moins de temps possible, pardon, je vais y arriver. Et ça, par exemple, ça s'exprime très peu en sport d'endurance. Et pour autant, c'est quelque chose où j'ai déjà remarqué que le travail, c'est méga intéressant chez les sportifs d'endurance. Je pense notamment sur la coordination inter et intramusculaire et sur la capacité à recruter les fibres rapides, qui sont quand même des fibres où le glycogène est stocké. Donc, tu vois, c'est pas parce que ça s'exprime pas que c'est pas inintéressant. Et par contre, la balance bénéfice-risque entre un travail de force max et un travail d'explosivité, pour moi, elle penche clairement du côté de l'explosivité, où c'est un peu moins délétère. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. Et après, dans le spectre, tu as la force endurance que moi j'appelle. En fait, c'est entre 8 et 12 reps, c'est ce qui peut parler. En fait, c'est pour moi un très bon compromis chez la plupart des gens parce que en fait, tu vas lever assez lourd pour qu'il y ait des adaptations pour un coureur à pied, mais pas trop pour pas être pété en deux. Alors après, bien sûr, il y a aussi les techniques d'exécution, il y a plein de choses. Hein. Je te dis pas que ça prémunit de tout, mais en tout cas, tu prends un peu moins de risques et tu lèves tu fais le fait de mettre un peu de charge quand même, enfin des charges qui sont assez élevées, ça t'évite de faire des séries de 40-50 qui vont pas t'amener grand-chose la plupart du temps. Donc voilà un peu ça. Et moi, je pense le 4-4, parce que j'essaie de fabriquer des 4-4, je dirais aux gens, allez sur du 8-12 reps, tu vois, sur un niveau de contrainte, que ce soit la charge additionnelle, que ce soit le poids du corps, si c'est suffisant dans certains cas. Je pense notamment au bon. Tu vois, tu fais 12 sauts contre bas, tu n'as pas intérêt de partir de trop si tu veux terminer ta séance. En tout cas, du 8-12 reps, je trouve que c'est bien. Et dans une approche générale, pour moi, les classiques, un mouvement de tirage, un mouvement de poussée, un mouvement de pivot de hanche, un mouvement de flexion de genou, je trouve qu'on est pas mal. Et tu rajoutes un cinquième qui est un mouvement de bond, tu vois, pour mettre un peu de la coordination dedans, pliométrique ou pas, c'est pas ça la question. Globalement, tu as à peu près une séance ou un cycle de progression qui est pas mal. Et après, tu peux le périodiser sur l'année. Tu vois, j'ai envie de te dire, t'es pas obligé de faire des tirages et des poussées à chaque séance et à chaque cycle de progression. Par contre, c'est bien dans l'année de temps en temps retrouver ce mouvement de tirage ou ce mouvement de poussée pour équilibrer un petit peu ça. Hmm. Et quand tu dis justement la force endurance, là, le 8-12 reps, ça va être proche de l'échec? Alors moi, oui. En fait, c'est ça qui est marrant dans tout ce que je propose et ce que j'essaie de calibrer, c'est proche de l'échec, mais proche de l'échec technique. C'est-à-dire pas l'échec musculaire ou nerveux. Donc j'aime toujours qu'il y ait une rep en réserve, etc. Mais oui, te faire un 8 reps avec ce que tu es capable de lever 15 fois, bon, il va pas se passer grand-chose. Donc tu vois, sur un 8 reps, pour moi, c'est ce que tu es capable de lever 8 fois avec une bonne technique, donc peut-être 9-10 fois
en perdant un peu la technique. Et ça m'intéresse pas parce que ce qui m'intéresse dans les séances de musculation, en fait, c'est l'intention. C'est l'intention de faire les choses proprement et surtout, c'est l'intention d'y mettre de la vitesse. Donc du coup, ouais, j'ai certaines séances où je vais jusqu'à l'échec musculaire, échec et maths, j'en ai une qui s'appelle. Ceux qui m'écoutent, qui la connaissent, généralement, ils peuvent plus marcher pendant 2 3 jours, mais j'en abuse pas non plus, tu vois. Mais globalement, ouais, c'est proche de l'échec, mais en restant dans une technique qui est maîtrisée, Euh, notamment pour des raisons de sécurité aussi. Alors que chez les athlètes de haut niveau, ça pouvait arriver, alors surtout pas sur du squat, euh, mais en tout cas sur de la traction, de les emmener jusqu'à un échec où les deux dernières, elles étaient faites complètement à l'arrache, mais pour les recruter vraiment au bout du bout, ça pouvait être intéressant. Chez les sportifs amateurs, j'y vois un peu moins l'intérêt. Et comme tu disais, comme disait Valentin, enfin, l'idée c'est pas de singer ce que font les sportifs de haut niveau, parce que derrière, s'ils sont sportifs de haut niveau, ils ont déjà des capacités de base qui sont supérieures aux nôtres. Première chose, ça veut pas dire qu'ils peuvent toujours faire n'importe quoi. Et ils ont aussi des capacités à récupérer, vu qu'ils font que ça de leur vie, des séances que nous, on n'a pas parce que bah, faut qu'on aille gagner notre croûte avec un autre travail que le sport. Donc il faut aussi relativiser ça. Hmm. Ouais, carrément. Et je reviens sur ce que tu as dit. Euh, je trouve que cette zone-là, 8 à 12, 8 à 12 reps proche de l'échec, c'est une zone que j'utilise beaucoup aussi, dans un sens où euh, je trouve que moi, l'objectif, donc j'ai pas mal de coureurs qui sont blessés. Hmm. L'objectif, ça va être d'aller vers du bon, vers ce qu'on va appeler Ouais. de la pliométrie aussi, donc temps de contact au sol court. Et je trouve que cette zone de 8 à 12 reps avant d'aller travailler justement tous ces sauts, cette pliométrie, c'est vraiment un prérequis à avoir, je trouve, avant d'aller faire tout ce travail-là. Et c'est vraiment une zone que j'aime beaucoup travailler et je trouve qu'il faut maîtriser avant. Je sais pas ce que tu en penses, avant d'aller sur des sauts, sur de la plio, parce que même sur les réseaux, on voit beaucoup, c'est des séances qui sont hyper satisfaisantes à voir et tout, les séances de saut, de plio et tout, mais ça demande quand même des capacités qui sont importantes. Ah bah évidemment, il faut une montée en charge et le 8-12 reps, comme tu dis, c'est un moyen fiable d'y arriver. Alors après, tu peux aussi le faire différemment avec des progressions au bond, des sauts contre haut, pas très haut, etc., etc. Mais finalement, toi, la plio ou les bonds, ça va être le même système parce que si tu fais une montée en charge sur des contre hauts d'une hauteur moyenne, bah finalement, tu vas être sur un 8-12 reps. En fait, ta charge, c'est juste un moyen de mettre une contrainte adaptée à ce que tu demandes à la personne. Donc moi, je te rejoins à 100%. Et en plus de ça, je trouve que si pour construire, moi j'aime beaucoup bosser en cycle de progression, et le 8-12 reps il est pas mal parce enfin, tu vois, on sait que les muscles ils progressent moins vite que le cerveau, donc les premières progressions elles se font sur le mouvement, et que les tendons ils progressent moins vite que les muscles. Donc du coup, l'avantage du 8-12 reps ou de choses comme ça en cycle de progression, c'est que ça te permet de construire progressivement beaucoup plus facilement que si tu es pardon, sur un 4-5 reps, tu vois ce que je veux dire. Et paradoxalement, aussi beaucoup plus progressivement que sur du 30-40 reps, où là tu vas avoir une surcharge, une surcharge, une surcharge. Donc je trouve que c'est quelque chose où la balance bénéfice-risque, elle est plutôt bonne. Et surtout que le 8-12 reps, ce qui est pas mal, c'est que le sportif d'endurance, on n'a pas accès à des niveaux de force aussi relatifs, hein, je parle pas forcément que absolu, aussi élevés qu'un sportif de force. Donc finalement, ton 8 RMT, ton 8 RM par exemple, en fait, c'est peut-être un 10 finalement. Et du coup, dans ces eaux-là, je trouve que c'est un bon compromis. Et en tout cas, voilà l'avis que j'en ai sur le sujet. Et tu vois, j'interviens avec des étudiants STAPS, et c'est ça qui est rigolo. Ils me disent, oui, mais 8-12 reps, c'est l'hypertrophie. Puis en fait, je leur ai fait la démonstration. Je leur ai dit, ben tiens, j'en ai pris un. Je lui ai dit, fais-moi 4 squats et je lui ai demandé un tempo 3 secondes à descendre, 2 secondes en bas, 1 seconde à remonter, etc. Et tu m'en fais 4. Et après, je leur ai fait faire 12 CMJ. Et je lui dis, à ton avis, tu risques de prendre de la masse musculaire, et encore que, une fois par semaine, non, mais dans l'absolu, en faisant ton squat totalement ralenti avec un temps sous tension qui est vraiment élevé, ou en faisant 12 reps avec du dynamisme. Et tu vois ce que je veux dire. Donc, faut aussi prendre du recul par rapport à ça. Je trouve que les intentions d'exécution, notamment l'utilisation des tempos, même si de base les tempos, c'est justement fait pour calculer le temps sous tension, mais en tout cas pour donner les intentions, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant.
Et pour les coureurs qui ont peur de prendre du poids, de la masse musculaire, tu vois, j'ai envie de vous dire deux choses. Si les culturistes, ils s'entraînent 5 heures par jour, tous les jours, pour arriver à gonfler, vous, en faisant 1 à 2 fois de renfort par semaine, je pense pas que ça va se passer. Au pire, vous allez vous affiner un petit peu, vous allez vous dessiner. Et en plus de ça, si tu mets de la vitesse, alors dit la vitesse, ça veut pas dire faire n'importe quoi, hein, mais si tu as un temps sous tension qui est assez faible dans ce que tu fais, il y a quand même peu de risque que tu prennes de la masse musculaire, par exemple. Et même, il me semble que biologiquement, quand tu as une dominante de sport d'endurance, en plus, les mécanismes d'hypertrophie sont fortement réduits en plus, donc il n'y a pas un risque. Non, il semblerait que AMPK inhibe mTOR pour rentrer dans les puristes. Et donc, oui, la question, elle se pose même pas de ce point de vue-là. Ouais, carrément. Euh, il y a une autre raison aussi pour laquelle j'aime bien, moi, cette zone 8 à 12 reps, c'est que c'est possible de faire un renforcement de qualité sans un matériel très Ouais. important. Et en Mm. préparant l'épisode, en regardant un petit peu ton contenu, j'ai vu que toi aussi, tu aimais bien le euh, très peu de matériel pour faire une séance de qualité. C'est quoi ton set de matos, on va dire? Ça va dépendre des gens, mais moi, mon set idéal, tu vois, pour quelqu'un qui veut. Et là, tu vas pouvoir balayer vraiment tout de chez tout. Si tu as un kettlebell réglable, je pense, ou plusieurs poids de kettlebell, tu vas déjà pouvoir faire beaucoup de travail, notamment sur le 8-12 reps. Après, tu complexifies, hein. Si c'est trop facile, un swing à 2 mains, bah, tu le fais à une main, tu as des variantes. Donc ça, ton kettlebell, je trouve qu'il va pouvoir balayer tous les spectres jusqu'à la force max. La force max, ça va être compliqué parce qu'il faut des kettlebells qui sont très lourds et où ton grip va t'empêcher en fait d'y arriver. Donc en tout cas, le kettlebell, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a le TRX. Alors tu peux avoir les deux hein, dans un monde idéal, mais tu peux te démerder qu'avec un seul des deux. Parce que finalement, le TRX, tu peux aussi balayer tous les spectres finalement. Et pour moi, tu peux même aller sur proche de la force max. Je te donne l'exemple. Tu prends un pistol squat. euh, tu pars de tout en bas. Tu restes 3 ou 4 secondes en bas. Et soit tu montes vite, soit tu le fais en sautant. Pour moi, t'es pas loin quand même d'activer ces curseurs-là. Donc tu vois, le TRX, il va permettre de le faire assez facilement. La seule limite du TRX, mais de toute façon, tous les outils ont des limites, c'est que je trouve que sur de la puissance, notamment sur le membre sup, c'est très compliqué parce que vu que la sangle, tu peux pas vraiment mettre de vitesse en fait, tu es toujours ralenti. Donc pour moi, c'est un peu la limite du truc, mais encore une fois, tous les outils ont des limites. Le troisième point, alors je parle c'est quelqu'un qui s'entraîne tout seul. À deux, moi j'aime bien les élastiques parce que tu peux manipuler les gens avec, mais tout seul, élastique, je suis moins fan. Non pas que ça soit nul, hein, mais je m'en sers moins. Là, tu as déjà pas mal. Le troisième objet, en fait, c'est une box pour sauter dessus. Ça peut être une chaise, hein. Bon, alors, la chaise, le contrebas, ça fonctionne, le contre-haut, c'est plus compliqué. Et quand je dis box, c'est marche d'escalier, etc. Si tu as ces trois outils-là, pour moi, tu es vraiment au top, mais tu peux faire à peu près tout avec un seul des trois. Tu vois, il faut quand même se dire ça. Et je compléterai avec deux choses. Une roulette à abdos, parce que c'est un de mes exercices préférés. Alors, pas forcément à pratiquer. Je passe jamais un bon moment quand je le fais, mais ça marche bien chez tous les sports où on doit rester debout, en tout cas. Et puis, un truc que j'ai découvert, j'ai moins de recul, mais il y a pas longtemps, c'est la sangle 0RM. En fait, c'est une sangle isométrique, où là, c'est très intéressant parce que tu peux aller sur les curseurs de force max, de force endurance, de tout ce que tu veux. En fait, ça va dépendre le temps que tu passes en isométrie max, hein, relative à la durée. Ça prend pas de place et c'est quand même plus sécuritaire, tu vois, pour aller sur de la force max que d'aller se mettre une énorme barre sur le dos. Ça a forcément une limite l'isométrie parce qu'en ce moment l'isométrie elle est survendue comme la solution à tous les problèmes. La limite c'est que quand tu fais de l'isométrie, nerveusement ça tape quand même et ça faut pas l'oublier. Et en plus de ça, bah tu produis pas de mouvement. Donc en fait qu'est-ce que tu fais bêtement? Enfin qu'est-ce que moi je fais bêtement en tout cas. Si je fais une isométrie où le mouvement bah il se produit rien, ben derrière tu mets un mouvement dynamique et tu compenses un petit peu ça, hein. C'est un lourd léger typiquement, on n'a rien inventé. Donc voilà un petit peu tous ces outils que moi je préconise. Je sais pas si toi tu en as d'autres que tu préfères justement. Moi, j'aime bien dire aux gens que j'accompagne que leur matériel de base, c'est un mur et une chaise. Et s'ils ont ça Mm. déjà, Ouais, je c'est vrai suis aussi. capable de les faire très bien travailler. Et puis après, le reste,
Le reste, c'est que du bonus parce que il y a plein d'exercices où tu peux juste, en gérant en fait toutes les compensations possibles, etc., tu peux venir faire une progression. Et même un sportif de haut niveau, à un moment, tu vas être limité forcément, mais même un sportif de haut niveau, tu es capable d'aller le faire travailler. Et surtout que moi, je travaille généralement avec des gens qui sont blessés, qui ont des déficits. Et du coup, s'ils sont Ouais. déficitaires, bah, les niveaux basiques, je vais réussir à les mettre dans les bonnes zones. Euh, t'as parlé t'as parlé de l'isométrie justement. Moi, un type de contraction que j'aime bien donner au tout début justement Mm. pour essayer de donner cette. T'as parlé d'intention, je trouve que c'est un terme Mm. qui est hyper important dans le renforcement pour essayer de mettre en place les bonnes intentions justement, arriver à activer voilà, le bon muscle sur le bon mouvement entre guillemets, mais parce qu'il n'y a pas de mouvement, mais sur la bonne intention. Toi, comment tu l'utilises justement cette isométrie? Bah, t'as raison, c'est pas si facile que ça. Et tu vois, il faut contextualiser un truc, c'est quand t'es en présentiel ou en distanciel, tu vois, c'est quand même pas la même chose non plus. Et tu vois, paradoxalement, je rebondis sur ce que tu as dit, mais c'est vrai. Tu vois, quand je bossais à la Fédé, contrairement à ce qu'on peut croire, effectivement, quand on est en préparation, on a accès à toutes les salles de muscu, etc., etc. Mais quand tu es en déplacement, tu es parti en Allemagne de l'Est ou je sais pas où, tu n'y as pas toujours accès. Et donc finalement, en présentiel, tu vois, tu presque pas besoin de matos parce que tu vas arriver à trouver les contraintes sur place, à jouer, etc. Enfin, tu vois, moi j'ai le souvenir au Mondiaux Junior, on a fait un circuit de training dans la chambre d'hôtel, hein. Il y a un pauvre TRX et puis on s'est dit merdé. Et là, en distanciel, je trouve que le matos, paradoxalement, il permet quand même d'avoir plus de possibilités, tu vois, que si tu n'en avais pas. Et je donne l'exemple, si je vais bosser, je peux prendre un peu du matos, tu vois, je vais pas rentrer dans d'autres trucs, mais j'ai l'exergénie qui reste intéressant sur les sports co, j'ai l'iso inertiel de chez Kynet, j'ai des choses comme ça, mais ça, c'est quand même plus pointu, entre guillemets, mais si je me déplace, bah là, j'y vais la semaine prochaine aux Pays-Bas, voir une joueuse de foot, bah là, dans ma valise, je vais pas emmener 50 000 trucs, hein. Donc du coup, soit on a accès à la salle de muscu du club, soit je vais me démerder avec des coupelles et puis un élastique. Donc tu vois, je te rejoins quand même sur le sujet. Et pour l'ISO, justement, je me suis j'ai un peu dévié là en parlant, mais c'était intéressant d'en parler justement pour ça. Ce que j'ai remarqué sur l'ISO, le problème, alors en tout cas en surmontoir, hein, donc pousser contre une résistance qui se déplace pas, bah, quand je le fais faire, nous, on s'en rend pas compte, mais j'ai des gens, ils n'arrivent pas à connecter. Alors effectivement, ça peut aider, mais sur le moment, tu vois, j'étais avec le club d'athlètes avec lequel je bosse, et je leur ai fait faire un box squat en ISO. Sur les 12, j'en ai deux qui ont réussi à faire, tu vois, c'était sur 8 secondes, pousser le plus fort possible. J'en ai 12 qui ont réussi, ça se voit, en vrai en ISO, ça trompe pas, ça se voit à la tête, hein. J'en ai deux sur les 12 qui ont réussi et les autres n'ont pas forcément réussi à le faire. Donc du coup, c'est vrai que c'est pas si évident que ça. Et comme tu dis, tu vois, je l'avais jamais pris dans ce sens-là, mais c'est vrai que ça fait sens. Ça peut être aussi un outil qui est très intéressant pour apprendre à générer de l'attention et à créer une connexion. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est bien et qui reste sécuritaire parce que tu vas faire toi, tu feras en box squat, enfin, en fait, tu cales ta sangle, mais ça va être la même chose sur une barre bloquée, mais une barre bloquée, ça appuie quand même sur les lombaires. Mais tu vas, tu vois, la personne risque pas grand-chose. En fait, elle va forcer, à moins d'avoir vraiment pas de chance, elle va se faire mal au dos, mais ça arrive beaucoup plus rarement en tout cas qu'avec une barre sur le dos. Donc ouais, je pense que c'est un super outil de ce point de vue-là. Et j'ai envie de te dire, alors c'est pas les mêmes isométries, mais tu fais une iso fixe, la chaise. Alors oui, tu apprends à moins générer de tension, mais quelque part, tu vas quand même donner le signal nerveux. Donc c'est pas exactement les mêmes effets, mais chez quelqu'un, ça peut suffire. Toi, une chaise, je le fais faire un petit peu. Tu te mets contre le mur en position de chaise et tu essayes de pousser comme si tu voulais te redresser et tu te redresses pas. Bah derrière, ça, c'est des prémices en fait pour la suite. Et c'est des choses, comme tu dis, tu as une chaise et un mur, tu peux arriver à te débrouiller par exemple. Hmm. Ouais, tu vois, moi,
je l'utilise beaucoup dans, justement, bah, moi je suis beaucoup avec des sportifs blessés. Je fais mon bilan, je vois que voilà, niveau quadri par exemple, bah, gros déficit. Mm. Et tu vois, je vais venir, avant d'aller faire du dynamique ou quoi, je vais venir, par exemple sur la chaise, ça c'est un bon exemple que j'utilise très souvent. Bah, je vais faire une chaise où je vais pas être à 90 degrés de genou, à 45 de genou, et je vais lui demander de pousser fort contre le Ouais, mur bah et voilà. d'essayer Mm. d'essayer de déplacer le mur en enfonçant le talon. Et là, moi, la seule consigne que je vais lui demander, c'est ton cerveau, tu le mets dans ta cuisse, dans l'avant de ta cuisse, et tu dois Mm. sentir que ça chauffe, que ça brûle. Et si tu le sens pas, ici, bah, si on passe à plus dur, tu compenseras avec autre chose. Et tant que ça c'est pas maîtrisé, et ben on passe pas à autre chose. Et comme ça, je trouve que ça permet d'avoir, moi je dis, ça permet de faire la connexion. Je sais pas si Si, scientifiquement si, c'est si. très exact, mais ça rejoint ce truc d'intention dont tu parlais, et je trouve qu'il est hyper important. Et si t'arrives pas à mettre les bonnes intentions et que tu pars directement sur du renfort lourd et tout, bah, je pense que c'est le meilleur moyen, déjà, de rien travailler au final, et deux, de se blesser, quoi. Ouais, mais je te rejoins à 100%. Et toi, j'ai eu la discussion hier avec Rudy Koya qui me dit, mais il se fout de moi en rigolant. Hein. Tes séances, ça dure 20 minutes, il y a 4 exos. Puis en fait, moi, je dis, je préfère que ça dure 20. Alors des fois, ça en dure 45, tu vois, mais une demi-heure, il y a 4-5 exos et que tes 4-5 exos, tu mettes l'intention qu'il faut, plutôt que de te retrouver avec une liste de 12 exercices. Tu vois, moi, j'ai déjà vu passer des séances. Alors après, c'est un avis, hein, évidemment. Tu as 12 exercices de 10 répétitions par exercice. Ouais, alors tu vois, je trouve de mon point de vue, hein, pour y mettre de l'intention, c'est quand même compliqué. Et si une séance, si t'arrives pas à sortir tous les exercices de la séance de tête, alors je te dis pas les variations de rep, hein, et les variations de tempo éventuelles, mais au moins tous les exercices, c'est que je pense que ça va être trop compliqué. Parce qu'en fait, tu dois arriver, pouvoir l'appliquer et y mettre les intentions. Ça c'est vraiment, je te rejoins à 100% sur ça. Ouais. Et si, parce qu'on parle beaucoup d'intention là, si tu pouvais le définir un peu pour des sportifs qui aimeraient bien Hmm. voilà, mettre un peu plus d'intention, ça représenterait quoi pour toi? Bah, en fait, ça part du début. Pour moi, n'importe quel exercice, ce qui va compter, et ça peut paraître bête, hein, c'est ta mise en place. Chez Strong First, alors j'ai pas formé chez eux, mais je lis beaucoup ce qu'ils font et ça viendra d'ailleurs, et j'échange avec beaucoup de gens. Le setup, c'est la première répétition. Donc en fait, comment tu vas te placer devant ton poids, ta barre de traction, pour moi, c'est déjà important d'aller le faire proprement, et ta sortie aussi. Donc ça peut paraître bête, hein, mais déjà, tu te mets dans le focus pour faire les choses bien. Et après, ton intention, en fait, on va prendre le cas d'une charge, mais ça peut être pareil sur le poids du corps. Hein. Ça va être, je vais prendre un squat, par exemple, ou je vais prendre même un bond simplement. Ton objectif, en fait, ça va être de t'extraire du sol le plus vite possible. Par exemple, tu vas donner cette intention-là, et en faisant ça, bah, t'arrives, tu pars, j'arrive ici, mon objectif, mon intention, c'est de m'extraire du sol le plus vite possible. Et là, tout de suite, tu vas y mettre de la vitesse et tu vas avoir ça en tête. Sur le squat, tu vas avoir, moi j'aime bien quand c'est un peu plus lourd, enfoncer le sol. Toi, ton but du jeu, ça va être vraiment d'enfoncer le sol quand tu remontes, et c'est des choses qui sont parlantes. Et après, je trouve que ça aide. Et ce qui est parlant, par exemple, c'est tu vas prendre sur un tirage horizontal ou sur une traction, par exemple. Ben, on va prendre le tirage. L'objectif, ça va être pour moi de rapprocher la poitrine des mains. Tu vois, simplement, ou de rapprocher un objet si c'est un objet. Et rien que ça, ton objectif, amener la poitrine au plafond. Alors, en faisant ça, déjà, tu vas y mettre la bonne intention et tu vas résoudre en partie, hein, je dis, certaines problématiques de garde ton gainage, fais ci, fais ça. Toi, tu as l'intention, si tu es parti pour faire, naturellement, je trouve qu'en général, tu vas t'organiser pour le faire. Alors, ça a des limites, hein, mais ça a aussi des limites, que ce soit en présentiel ou en distanciel, d'avoir des 8 consignes pour réaliser un exercice. Tu vois, la fille ou le gars en face de toi, il a envie, il a sa barre de traction, ce qu'il a envie de le faire. Toi, sur la traction, c'est ça. Moi, j'aime bien dire, tu serres la barre, tu essaies de la plier en deux. Voilà, tu vas envoyer, si tu lui donnes ton petit doigt, il faut qu'il soit levé, et puis ton gros orteil, il faut qu'il soit baissé, ça va pas changer fondamentalement la face du monde. Donc tu vois, je sais pas si ça te parle, hein, que je te parle de ces intentions-là, mais ça va être ça, de mon point de vue.
Ouais, non, très clair. C'est ouais, c'est pas parce que le mouvement en soi, c'est partir du point A, arriver au point B, mais Ouais. là l'intention, c'est surtout comment tu arrives du point A au point B et qu'est-ce que tu actives, quel muscle Mm. tu actives, dans quelle amplitude. Moi, j'aime bien un exemple que je donne souvent, c'est sur les calf raises pour mollets ou Mm. gastrocnémie insulaire, c'est donner ce truc de t'enfonces parce que souvent cet Ouais. exercice il est fait mais il est très mal fait parce que tu peux très vite compenser de partout et tu travailles très peu ton mollet, de venir enfoncer ton gros orteil, ton hallux vraiment dans le Mm. step et dans le sol. Et rien que ça, pour les auditeurs qui nous écoutent, faites ça, faites juste ce petit focus là et vous allez voir que le changement de vous allez voir que vous allez sentir votre mollet Mm. directement. Et donc ça, c'est hyper important. Chaque mouvement doit avoir... enfin, il faut être concentré en fait quand on fait de la musculation. Tu peux Ouais. pas être sur ton téléphone, tu peux pas discuter avec quelqu'un pendant que tu fais ta répétition. Tu dois être concentré, tu dois avoir une tâche à effectuer et faut la faire correctement. Elle doit avoir un but, quoi. Moi, je suis 100% d'accord, hein. Et même sur l'isométrie, tu vois, un truc résiste à la déformation. Bah, rien que ça, tu donnes. Alors, quand c'est en iso fixe, hein, sur une chaise, mais rien que ça peut aider. Et un exemple sur la pompe. Moi, la pompe, ce qui marche bien, tu dis repousse le sol. Ben, n'empêche que repousser le sol, ça aide à maintenir les segments alignés, ça aide à faire plein de choses. Alors, je te dis pas que grâce à ça, tu vas faire 15 pompes de plus, hein. T'en feras peut-être d'ailleurs un peu Ouais. moins, mais tu les feras beaucoup mieux. Ouais, ouais, c'est clair, tu recruteras vraiment ce dont tu as envie de travailler. Mm. Euh, euh, c'est quoi la durée alors, je suppose que ça change en fonction de la qualité. euh, c'est quoi la durée minimale de travail d'un bloc pour vraiment avoir une amélioration sur une qualité? Parce que je pense que on est d'accord, si tu travailles, si tu fais une séance par Oui. exemple, entre 8 12 reps, bon, tu n'auras pas forcément d'amélioration. Pendant combien de temps il faut travailler toutes ces qualités-là pour avoir des améliorations? Bah, ça va dépendre de la fréquence aussi où t'en fais par semaine, tu vois. Mais en nombre de séances, tu vois, pour introduire, je dirais que moi, les sportifs d'endurance que j'ai en amateur, globalement, c'est 1 à 2 séances par semaine quand on est loin en phase de fondation, une séance par semaine quand on est en phase de construction, d'entraînement, et une séance par semaine tous les 10 jours quand on se rapproche des objectifs. Donc, ça permet de recentrer aussi ça, la plupart du temps. Disons que pour moi, t'as des. Après, ça va dépendre de si la période elle est expérimentée ou pas en muscu. Ça marche dans les deux sens d'ailleurs, ça. Mais moi, j'aime bien les cycles de 6 à 8 séances. J'y trouve bien en général. Des fois, je peux faire des cycles de 4, mais rarement en dessous, tu vois, sauf si je fais des rappels. Mais je trouve qu'à 6 à 8 séances, tu vois, 6, c'est un bon compromis pour moi, hein, de ce que je trouve. Parce que ça te permet de construire un cycle de progression. Toi, séance 1, tu fais ton rep, la 2, ton rep, etc., etc. Et cetera. Et ça te permet quand même de construire une base qui est assez solide. Et donc voilà, en tout cas, ce que j'en ai sur le point de vue que j'en ai là-dessus. Et après, tu vois, c'est marrant, c'est aussi de la variété spécialisée. C'est que, en fait, il faut comprendre, mais il n'y a pas qu'en musculation, l'aspect énergétique aussi. Le corps, il s'arrête pas, il est en mouvement permanent, il s'arrête pas le dimanche soir ou il s'arrête pas à la fin du cycle. Donc derrière, en fait, si tu refais une autre stimulation, mais qui est différente, mais qui peut reprendre le même mouvement, tu vois, je vais te prendre ton cycle A, tu as fait du split squat et ton cycle B, tu as fait du Bulgarian, tu vois, 2 patterns de fente. Sauf que le premier cycle, tu les as fait sur du 8 12 reps et puis le cycle suivant, tu l'as fait sur du 6 8 reps en puissance, tu vois. Tu vas quand même apprendre à bien recruter tes muscles correctement, on va dire ça comme ça. Donc il y a cette histoire de continuité quand même qu'il faut prendre en compte. Mais en gros, ouais, 6 séances, tu vois, globalement, il y a un chemin pour y arriver. Mais en fait, tu vois, c'est la même chose des intentions. C'est pour ça que je bosse en cycle de progression, déjà pour calibrer la progression, bêtement, principe de progressivité. Et deux, bah, tu as la séance 6, tu sens la progression d'une séance à l'autre, tu sais ce qui t'attend, etc. Et je trouve que c'est pour moi quand même suffisant. Et par contre, oui, je suis pas un fan, comme tu dis, tu vois, autant je peux passer d'un cycle de puissance à un cycle d'endurance de force, donc un cycle de 6 séances à un autre cycle de 5 ou 6 séances, ça me dérange absolument pas.
Par contre, de passer d'une séance de force à la fois d'après à une séance de puissance et après, comme tu disais, tu vois, sur une séance, ah, tu construis rien. Et je trouve qu'il y a pire que tout, c'est quand tu fais les trois dans la même séance. Alors là, je viserai pas de sport, mais si ton sport nécessite de faire ça, pourquoi pas. Mais tu vois, je pense pas. Ou alors c'est un focus vraiment secondaire. Tu vois, moi, ça peut arriver après des séances de force, par contre que derrière, le bloc A, c'est sur la force, et le bloc B, ça peut être sur de la force endurance, tu vois. En me disant, je vais aussi aller transférer par rapport à la discipline, mais il y a quand même une thématique principale sur la séance, et je te rejoins sur le fait de, si tu changes à chaque séance le thème, ça marchera pas, mais comme si tu changes à chaque séance tes exercices, en fait. Si tu veux justement maîtriser tes intentions, maîtriser tout, tu vois, moi j'ai beaucoup, je le dis volontairement, j'en ai autant fait de swing. Et là, j'en avais moins fait pendant 3 ou 4 mois. Bah là, je m'y suis remis. Ouais, le mouvement, je l'ai propre, tu vois. Alors, je suis pas un expert mondial, mais je maîtrise quand même ce que je fais, je pense. Bah, il m'a fallu 3, 4 séances pour reprendre les repères, les petits trucs et tout. Donc, si tu changes toujours d'exercice, tu vas les perdre, quoi. C'est comme si tu arrêtes de courir t'arrêtes de courir pendant 3 mois au-delà de la caisse, et bah, là, ça va pas suivre. Donc, c'est pareil ici. Hmm. Ouais, c'est clair. C'est clair. Moi, c'est vrai que j'ai un peu cette approche. Je sais pas si elle est toujours parfaite, mais de me dire chaque bloc d'entraînement, c'est je choisis une qualité au niveau Mm. renforcement, une qualité en course à pied. Et j'ai choisi cette qualité-là à travailler pendant 3 4 5 6 semaines. Et ben, je me tiens qu'à Ouais. ça parce que c'est vrai qu'après, sinon, tu te disperses et c'est le meilleur moyen d'être un peu moyen partout ou même de pas forcément progresser, de stagner. Et c'est souvent ce que je retrouve quand je prends des progs d'athlètes, c'est qu'ils faisaient un peu de tout parce qu'une fois ils ont vu qu'il fallait faire du fractionné court, après ils ont Ouais. vu qu'il fallait faire du treuil, après ils ont vu que ah merde, faut que je fasse des côtes et tout est mélangé sauf que en plus tu progresses pas, tu as de la fatigue des autres séances, enfin bref. Ouais, et Donc c'est le meilleur moyen, surtout, je trouve, de pas arriver à savoir ce qui a marché ou ce qui a pas marché. c'est Et clair. ça, ouais. Moi, je te rejoins, mais même sur la course à pied, hein. Sur la course à pied, je fais Ouais. des cycles d'intensité, c'est 5 à 8 séances, donc 5 à 8 semaines. Alors des fois, je peux faire 6 séances en 4 semaines chez certaines personnes, mais en gros, c'est ça. Ouais, non, très clair. Et du coup, ça me permet de basculer sur un peu la deuxième partie du podcast, sur justement l'organisation de l'entraînement en course à pied. Première question sur cette thématique-là. Tu as un nouvel athlète là qui arrive. Tiens, Nico, est-ce que tu peux me coacher? Qu'est-ce que tu vas faire avec lui en premier? C'est quoi, quelles sont les premières étapes avant déjà de commencer à s'entraîner? Là, je vais lui téléphoner déjà, ou faire une visio. Ça paraît con, hein, mais en tout cas, c'est systématique. Et en fait, dans les questions, alors maintenant, j'ai un petit questionnaire que je fais remplir en amont qui facilite la discussion, mais peu importe, c'est pas le truc le plus essentiel. Bah, en fait, ce qui m'intéresse chez la personne, c'est déjà ce qui la motive dans son projet, ce qu'elle veut préparer. Euh, Ça peut paraître bête, hein, mais moi, je pars beaucoup de là. Quel boulot elle fait, parce que ça a forcément une incidence. Quel rythme de vie elle a, c'est vraiment les premiers points. Et après, j'aime bien savoir depuis combien de temps la personne court, si elle a fait d'autres sports. Enfin, tu vois, tout son parcours, effectivement, je pense que ça, c'est intéressant. Et seulement après, je m'intéresse au contenu. Et même avant de m'intéresser au contenu, tu vois, j'aime bien discuter avec elle pour connaître sa semaine, en fait, comment elle s'organise. Et je place presque les jours de repos en premier. Tu vois, je pose la question en disant, bah, quel jour, bah, je te vois sourire, tu fais pareil justement, mais quel jour t'as pas le... Ouais, bah oui, c'est du bon sens, mais quel jour t'as pas le temps pour t'entraîner, quel jour, à l'inverse, t'as du temps. Et tu vois, j'ai des gens, je coach pas mal de kinés. Et c'est souvent chez des kinés où je développe de plus en plus un système. Alors, je l'ai pas inventé, hein. C'est que maintenant, le jour de repos, je le mets le dimanche. Parce que traditionnellement, le dimanche, c'est la sortie longue, ou le samedi, hein, tu vois ce que je veux dire. Et on s'est rendu compte avec l'expérience, et sur moi aussi, justement, parce que j'ai le même genre de rythme de vie que des kinés, mais avec des déplacements en plus, bah, que en fait, t'as jamais un jour où tu t'es posé dans la semaine, où tu te reposes pour de vrai. Et du coup, bah, en faisant ça, je trouve que ça aide bien.
et c'est moins efficace à court terme, évidemment. Mais par contre, à long terme, je trouve que c'est plus durable. Donc en gros, je place les jours de repos, c'est rare, j'en ai un qui font du 6 jours sur 7, mais c'est plutôt du 4 à 5 jours sur 7 un entraînement. Je place déjà ça en premier. Et après, ben, en fonction de ça, c'est à quel moment tu as le plus de temps pour t'entraîner. Et c'est là que je décide quand est-ce que je vais placer l'intensité, quand est-ce que je vais placer la sortie longue. Alors, on va pas se mentir, hein, le schéma le plus classique, souvent, c'est lundi, vendredi, repos. Moi, j'aime bien un enchaînement mardi, renforcement et course, parce que j'aime pas faire que du renfo sans que les gens courent. Mercredi, intensité, jeudi, assimilation au footing, et puis les sorties longues le week-end. En gros, c'est quand même le plus classique, mais ça arrive chez certains. Là, j'ai eu la discussion hier, on a rechangé sa prog parce que justement, il avait un début de TFL et puis on essaie de comprendre pourquoi. Et en fait, son emploi du temps a changé et du coup, maintenant, son week-end, au lieu que ça soit samedi, dimanche, c'est mardi, mercredi, parce qu'il bosse pas le mercredi. Donc, tu vois, on remodifie ça. Donc, mais c'est vraiment le temps à dispo qui est le plus intéressant. Et après, bah, les intensités, ouais, je trouve que c'est la plus mauvaise idée qui soit de la faire un jour où c'est la course. Et souvent, tu vois, si j'ai un cycle de 6 à 8 séances d'intensité, les premières séances vont durer 3 quarts d'heure. Euh, alors, pas 3 quarts d'heure d'intensité, mais tout compris, tu vois. Donc ça, tu sais que ça passe en semaine. Par contre, généralement, quand ça passe l'heure, je les mets le week-end parce que c'est un peu plus chill, ça évite de faire dans la précipitation. Sauf, et ça c'est aussi les périodes de l'année. L'été, en vrai, ta séance elle dure 1 heure et quart, il fait beau, les gens ils sont contents, ils vont aller la faire, ça se passe bien. L'hiver, il fait nuit, ben tu vois, je préfère plutôt placer ça le week-end. Donc moi j'essaie vraiment, je trouve que c'est un entraîneur, chez les amateurs en tout cas, et en tout cas en distanciel, t'es autant une secrétaire ou un secrétaire qu'un entraîneur, tu vois, tu essaies juste de caler le bon truc au bon moment. Voilà. Donc les Ouais, premières c'est clair. questions, c'est quand tu peux t'entraîner, quand est-ce que tu peux pas, si tu as des mariages, si tu as ci, si tu as ça. Ouais, ouais, c'est clair. Bah, tu vois, je fais exactement pareil. C'est le premier truc, c'est les jours de repos parce que c'est aussi là où tu progresses. L'entraînement sans Oui. repos, ça, ça marche pas. Mm. Et puis pour éviter d'avoir le rush, etc. Comme tu dis, ouais, si tu as un mariage, si t'as, même si tu as une journée, là, je pense à une que je coachais, elle était aide-soignante avec des horaires des fois Ouais. des 7h, 21h. Bah, je ne vais pas m'amuser à lui mettre une séance. Je sais que ce jour-là, Mm. bah, à me donner son planning en avance. En plus, c'est des plannings qui changent tout le temps. Et bah, boum, je savais que je mettais repos là, repos là, repos là. Et après, ça permet en plus de mieux organiser tout le reste. Euh, du coup, tu nous as dit ça. Est-ce que tu vas venir tester très vite tes athlètes, que ce soit à la fois sur le plan de la course à pied euh, et sur le plan musculaire, articulaire? Alors, si je disais jamais, je mentirais, mais c'est presque ça. 95% des gens que j'entraîne, je ne les teste pas. Euh, alors, je les teste sans les tester. Pour faire simple, c'est moi mon premier cycle, il est toujours facile quand j'attaque à bosser avec quelqu'un, parce qu'en fait, ça me permet de voir si ça passe, ça permet de voir comment la personne réagit. Et finalement, une partie du test, c'est les retours que les gens vont me faire sur les séances. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, ça m'aide beaucoup et enfin, voilà comment je fonctionne là-dessus. Et derrière, bah, je vais pouvoir aussi regarder leurs séances. Tu vois, sur certaines séances, quand ils m'ont fait le retour, je vais y jeter un œil. Je fais OK, ça passe pas. Mais non, je teste pas parce que le problème d'un test, euh, je parle en course à pied en tout cas, ça te donne une information le jour J, qui est pas non plus éloignée de ce qu'il va y avoir un mois plus tard, mais qui va quand même y être éloigné. Et du coup, je pense, c'est Loïs Romain Monaco qui disait une phrase qui était juste, c'est que si tu testes tout le temps, c'est que tu as perdu ta capacité à observer. Alors en distanciel, tu n'observes pas avec tes yeux, mais tu observes avec les messages, avec les appels que tu peux avoir, etc. Et non, ça peut arriver que je le fasse faire de temps en temps, mais c'est quand même plutôt rare. Et je vais prendre le cas d'un débutant. Donne souvent cet exemple, mais tu vas lui faire un test de VMA, qu'est-ce qui va se passer? Ben, en fait, il n'aura jamais fait cet effort-là, donc ben, il va pas aller à son max, et tu lui fais faire le même test la semaine suivante, il va déjà être meilleur. Alors, il va pas doubler sa VMA, hein, mais enfin, il y a de fortes chances qu'il soit meilleur, donc non, je teste pas. Et sur l'ostéo-articulaire et trucs comme ça,
non, mais en fait, c'est parce que moi, ce que j'essaie de proposer comme renfort, c'est une pratique complémentaire, tu vois ce que je veux dire, qui vient supporter la course à pied. Et moi, j'essaie de proposer des choses qui blessent pas les gens, tu vois. Par contre, dans mon raisonnement, à l'inverse, ben, toi, le test va être, bah tiens, sur cet exercice, j'ai un peu mal. Je fais, oh, bon, ok, on va un peu ajuster, tu vois. Il y a ça aussi. Par contre, dans mon raisonnement, si quelqu'un est blessé, j'attaque pas à bosser avec. C'est-à-dire que je lui dis, tu vas chez le kiné et en gros. Le signal, c'est, tu vois, moi j'aime bien qu'on reste à notre place sur nos compétences. Et mes compétences, c'est de ne pas blesser les gens, c'est de les faire revenir une fois qu'ils sont sortis du kiné bien, ça c'est vrai. Mais de les soigner, c'est pas mon boulot. Et donc j'ai pas besoin en guillemets de faire cette batterie de test chez des gens qui sont fonctionnels, tu vois, quelque part. J'exagère un petit peu, mais c'est quand même ça que j'ai dans le fond. Donc en vrai, quelqu'un, je leur dis, en fait, si tu peux pas courir 1 heure plusieurs fois de suite, on peut pas démarrer un programme, tu vois, donc suis le process du kiné, et souvent je commence par là. Après, les gens que j'ai qui se blessent, que j'entraîne, hein, ça arrive, hein, je te dis pas que j'ai un génie, et ben là, par contre, je les teste pas non plus, parce qu'ils vont chez le kiné, je leur dis d'aller se faire soigner, c'est quand même, on a un système de santé qui est quand même pas mal en France, hein. Tu vas chez le médecin, il te fait une ordonnance, tu vas chez le kiné ou pas, hein. Tu peux aller en déconventionné, mais en tout cas, il y a plein de kinés très compétents. Je dis pas ça parce que c'est toi qui me reçois, mais je fais confiance aux gens qui savent. Et derrière, j'adapte l'entraînement, mais c'est pas à moi d'aller tester ça. Donc voilà mon avis sur le testing. Et ça peut arriver que je teste là, j'ai fait des tests physio et des tests. J'ai un capteur, le capteur Vibe en fait qui remplace la plateforme de force, enfin qui remplace, qui est une alternative en plus pratique. Je peux tester certaines personnes, mais c'est plutôt chez des sportifs de haut niveau pour vraiment orienter la muscu. Mais chez un amateur, je pense qu'il n'y a pas forcément lieu d'être. Hmm. Ouais, c'est drôle parce que il y avait à un moment la mode de justement du testing, d'avoir des valeurs, des datas, etc. Et là, les coachs, etc., que j'ai interviewé dernièrement, ils m'ont tous dit, bah moi je fais pas de test, c'est vraiment, voilà, comme tu l'as dit, le ressenti terrain. Et déjà commencer, comme tu l'as dit, commencer prudemment, Oui. commencer même un petit peu en dessous de ce que pourrait faire l'athlète, et après adapter avec ce que tu vois sur le terrain. Donc c'est vraiment très drôle Non, mais cette un peu évolution, ou je sais pas si c'est une déformation un petit peu des réseaux. Euh, ouais, il y a de ça. Et tu vois, nous aussi, pour parler de sensations, alors à la Fédé, on les testait, hein, les tests VO2, etc. Mais venant du ski, finalement, où le profil de piste, tu vois, ça monte, ça descend, la neige c'est jamais la même. Tu peux pas bosser à l'allure. Tu peux bosser à l'AFC ou tu peux bosser à la sensation. Donc aussi, je me suis construit là-dedans et on s'est rendu compte en faisant ça que bah, ça marchait quand même, tu vois. Et j'ai même plus loin. Tu prends des skieurs de fond ou même des combinés, enfin ou des biathlètes. Pour certains d'entre eux, même pour beaucoup, ils vont faire un 10 000 ou un 10 bornes. T'en as qui vont le passer en moins de 30. Et donc, ce que je veux dire, c'est que le système marche pour eux, mais permet aussi d'avoir des athlètes qui sont bons, tu vois. Par contre, voilà, tester. Moi, je conçois, il y a des gens, des entraîneurs qui bossent à VMA, et ça peut faire sens, tu vois. Et moi, ça peut m'arriver si je dois tester, au-delà des tests de seuil qui, pour moi, sont réservés chez des athlètes très avancés. Tu vois, ça peut m'arriver de faire test de VMA, test de temps de soutien, parce que je fais pas l'un sans l'autre, parce que c'est un outil pédagogique et j'ai besoin d'aller calibrer certaines allures, mais je démarrerai jamais par là. En fait, je vais aller tester quand je pense que quand la personne elle stagne, on se dit putain tu vois, ça m'arrive des fois, putain j'ai plus de levier, je comprends pas. Bah, soit tu réfléchis différemment et le testing est un des moyens finalement de briser un levier, mais c'est pas le seul, tu vois. Pas d'activer un ouais, levier, carrément. pardon. Ouais, ouais, carrément. Et, euh, et du coup, autre question que j'avais, c'était euh, comment tu fais pour déterminer, toi, le volume initial que tu vas donner à la personne dans sa semaine? Et l'autre question qui est liée, c'est en rapport avec l'objectif, bien sûr, comment tu vas déterminer le volume final? Je m'explique, si la personne, elle fait un marathon, par exemple,
Mhm. ça va être quoi le volume attendu en fin en fin de prépa? Pareil pour par exemple, je sais pas, un 80 km, ça va être quoi le volume initial? Est-ce que tu fais une sorte de rétro-planning où tu pars de l'objectif, tu te dis, bon, là, il faudra tant de volume, et hop, je reviens en arrière par rapport au temps que j'ai, ou alors tu pars du départ, tu vois le volume initial que la personne, elle peut soutenir, et tu montes progressivement. C'est quoi plutôt ton approche? J'ai envie de te dire un peu les deux, mon capitaine, mais j'ai quand même le rétro-planning effectivement sur. On va prendre le marathon, mais le marathon c'est un peu, enfin c'est peu. Je dis pas que c'est facile à entraîner, mais la mécanique elle est un peu plus simple dans le sens où ta sortie longue elle va faire 3 heures. Alors certains vont dire 2h45, d'autres 3h15, mais on peut dire 3 heures. Bah derrière, tu vas faire, alors pas la semaine d'avant, mais 2 semaines avant ou la semaine avant éventuellement. Tu vas faire 2h45 et tu construis en rétroplanning comme ça. Ça fonctionne. Et je le fais pas toujours, mais en tout cas, c'est le truc le plus sûr, entre guillemets. Mais même chez un 80 km, tu vois, ça va être le même raisonnement où j'ai le rétroplanning. Généralement, si tu prépares un 80, sauf si tu es lancé, on va dire que tu en as au moins pour 6 mois. On va la prendre comme ça. Bon, en fait, je détermine la période où il y aura le plus gros bloc d'entraînement, généralement, c'est 3 à 4 semaines avant. Et en fait, finalement, je le place. Alors, je place pas le volume exact à ce moment-là, je le place juste dans l'agenda. Et je pars de là et je me dis, bah tiens, pour que ce bloc, tiens, on va faire un bloc qui va durer 10 heures sur 2 jours. Bah, pour que ce bloc passe bien, eh ben, je vais faire un bloc qui va en durer 8. C'est un exemple 3 semaines avant. Et pour que ce bloc de 8 heures passe bien, je vais faire un bloc de 6 heures 3 semaines avant. Enfin, tu vois un petit peu le raisonnement. Et après, je me dis même, pour que ce bloc de 6 heures passe bien, je vais en faire un autre de 6 heures avant, mais où je vais utiliser 3 heures de course à pied et 3 heures de vélo. Petite interruption pour te dire que si tu cours régulièrement, il y a de fortes chances que tu sois dans une de ces trois situations. Tu es blessé et tu ne sais pas comment reprendre sans rechute, tu t'entraînes beaucoup mais tu stagnes, ou tu doutes en permanence de ce que tu fais à l'entraînement. Dans les trois cas, le problème c'est rarement la motivation, c'est souvent l'absence de cadre. Et c'est pour ça que j'ai créé Train to Rehab, un cadre structuré pour progresser sans douleur et avec logique. Tu as deux options. Train to Restart si tu es blessé, et Train to Perform si tu n'es pas blessé et que tu veux progresser. L'objectif, ce n'est pas de te rendre dépendant, c'est de te rendre autonome. Donc si tu veux voir comment c'est organisé, le lien est en description. Et ouais, pour un 80 km, ça va être le même raisonnement, mais sur une échelle un peu plus longue, parce que tu t'y prends pas 2 mois à l'avance ou 3 mois, généralement. Bah, tu te dis que pour que ton 80 se passe bien, tu vas devoir faire un bloc de 10 heures dans le week-end, par exemple. C'est un exemple. Et ben, tu te dis, je vais le faire 3 ou 4 semaines à l'avance. Ça va dépendre aussi de l'emploi du temps, de plein de choses comme ça. Et pour que ce bloc de 10 heures passe bien, bah, je vais peut-être devoir en faire un de 8 heures, 3 semaines à l'avance. Parce que pourquoi je dis 3 semaines? Parce qu'il faut le temps de préparer ce bloc et il faut le temps d'en récupérer. Tu vois. Après, chez certaines personnes, ils peuvent être rapprochés de 2 semaines et chez d'autres, éloignés de 4 semaines, hein. Je prends 3 semaines en exemple. Et enfin bref, et pour que celui de 8 se passe bien, ben, je vais en faire un de 6 en amont. Et pour que celui de 6 se passe bien, eh ben, je vais me dire, je vais peut-être faire utiliser sport croisé la fois d'avant en faisant 3 heures de vélo et 3 heures de course à pied. Donc ça, c'est la première chose. Donc effectivement, j'ai toujours le rétro-planning auquel s'ajoutent les éventuelles compétitions de préparation. Et après, ben, pour construire ces blocs et pour récupérer de ces blocs et les préparer, bah, tu as aussi les sorties longues et les intensités qui ont de la progressivité. Et ça nous amène à la question du volume initial. En fait, c'est pas si évident que ça d'avoir une réponse tranchée, parce qu'en fait, finalement, tu vas prendre un amateur, le volume initial, tu vas souvent pouvoir jouer le week-end. C'est-à-dire que le volume fixe, enfin, il est quasiment fixe en semaine, tu vois, à 1 heure près sur la totalité de la semaine, ça change pas grand-chose. Donc moi, j'attaque avec, mais en fait, c'est le même raisonnement que les bases de l'entraînement, fréquence, volume, intensité. J'attaque avec la fréquence initiale, quelle fréquence va être tenable. Et une fois que j'ai cette fréquence-là, je me dis, bah tiens, s'il fait du 5 jours sur 7, ouais, peut-être de temps en temps dans la prépa, on fera 6 jours, tu vois. Mais en gros, il y a quand même ce qui est à peu près tenable. Et après, je raisonne plutôt en me disant, bah mon premier cycle, c'est un cycle d'observation, même chez les gens que j'ai, hein, franchement, depuis longtemps.
quand on fait un cycle de reprise, c'est vraiment, vraiment light. Donc, du coup, je me dis, en fait, là, en ce cas-là, je raisonne un peu à l'inverse. Je me dis, à la fin de ce cycle, il faut que la personne qu'on ait fait monter un petit peu sa forme, qu'elle soit prête à encaisser la suite. Et donc, j'y vais aussi progressivement de ce point de vue-là. Mais en fait, c'est quand même toujours progressif. Mais tu vois, je vais même plus loin. Je l'expérimente. J'ai certaines personnes là en ce moment où j'ai des couleurs de semaine. C'est-à-dire que je mets que les sorties clés, que l'intensité par exemple, voire la longue, et tout le reste, je mets une semaine verte. Et la semaine verte, ça veut dire qu'il faut faire que 5 jours d'entraînement, donc il faut 2 jours de repos, et que le volume, là je le cadre un peu sur certaines personnes, c'est entre 3 et 4 heures. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et après une semaine bleue foncée, et ça leur permet aussi d'avoir un peu d'autonomie par rapport à ça, et d'avoir cette progressivité-là. Donc je cadre pas tout au millimètre en fait finalement. En gros, moi je travaille par compétence. Je périodise. En fait, je dis souvent, je périodise beaucoup. Je planifie très peu et je programme beaucoup en fait finalement. Et je périodise sur ces 4, 5, 6 semaines ce qu'on va vouloir travailler. Et derrière, je me dis ça va préparer ce qui va arriver le bloc suivant. En fait, chaque bloc prépare le suivant. C'est vraiment le raisonnement que j'ai. Et après, c'est le meilleur moyen de ne pas se tromper. Et par contre, ça peut arriver que j'ai un cycle de progression qui fasse 8 séances. C'est pour ça que je dis que je planifie, en guillemets, peu. Et en fait, peut-être qu'au bout de la sixième, on va avoir atteint ce qu'on avait besoin et on va aller refaire autre chose et on terminera pas le cycle. Ça, pour moi, c'est pas du tout dérangeant. Et chez d'autres personnes, ou chez la même personne, pas dans la même période dans son année, on va pousser le cycle jusqu'au bout parce qu'on a besoin d'y aller. Donc, voilà comment je raisonne. Ok, ok, ouais, très très clair. Et du coup, une fois que tu as fait toute cette périodisation, on va approcher de l'objectif. Comment est-ce que tu vas construire justement un pic de performance? Parce que on est d'accord, c'est une erreur qui est souvent faite de vouloir être toujours en forme toute l'année, mais l'objectif, ça va être d'être en forme sur un objectif. Comment on fait pour arriver vraiment au top de sa forme sur une date précise? Non. Alors moi je dirais plus une période, tu vois. Le pic de forme pour moi c'est une quinzaine de jours. Enfin tu vois sur le jour J, c'est impossible de dire tu vas être en forme ce jour, enfin non, ce jour-là, mais en tout cas sur la période, bah en fait il y a plusieurs manières de l'aborder. Déjà c'est le respect des principes de progressivité et des principes d'alternance, hein, d'avoir un entraînement qui est bien construit. Après, tu vois dans ce que tu dis, ça va dépendre si je fais une programmation linéaire ou une programmation par bloc. Et finalement, enfin une périodisation en tout cas, finalement les deux sont valables. Tu vois, il n'y a pas de règle. J'ai certaines personnes où justement j'ai une programmation qui est plutôt linéaire. Et là, lui, il est à peu près en forme toute l'année. Parce que il aime bien mettre des dossards assez souvent. Enfin, il n'y a pas que lui, mais cette personne-là, tu vois. Mais je vais te donner un exemple. J'ai quelqu'un qui est bon sur marathon, qui a un marathon en 2:30, ben lui, il va faire souvent il aime bien mettre des dossards, mais des trails, des 10 bornes et tout. Donc lui, on vise pas forcément des pics de forme, on vise juste que ça passe à peu près toute l'année. Donc dans ce cas-là, on se pose un peu moins la question et par contre, on joue un peu plus sur la microprogrammation à la semaine justement, où il y a des variations un peu plus là-dedans, même si il y en a au final pas tant que ça. Et par contre, c'est quelqu'un qui a un gros objectif dans l'année, justement, là où je te rejoins, c'est que si tu essayes de faire monter la forme trop tôt, bah après derrière, tu as forcément le contre-coup. C'est le problème de faire par bloc de travail. Ça a des avantages et des limites. Donc là, moi, ce que je conseille souvent, c'est que généralement les 15 derniers jours, voire les trois dernières semaines, ça dépend, on va décharger l'entraînement. On va maintenir quand même l'intensité, mais quand je dis maintenir, tu vois, moi je suis plus conservateur où je maintiens la fréquence d'intensité, mais je maintiens pas le volume d'intensité entre guillemets. Tu vois, je baisse tout en fait finalement. Je garde la même fréquence, un peu de choses près, mais je baisse tous les curseurs. Alors chez certaines personnes, non, ça arrive qu'à J-10, je fasse une grosse relance, mais la plupart du temps, le moins risqué, c'est ça. Et plus les efforts s'allongent, plus ça fait sens, tu vois ce que je te dis. Parce que il y a la fraîcheur physique, mais il y a aussi la fraîcheur mentale. C'est d'arriver avec les crocs en fait le jour de la compétition pour les gens. Donc derrière, pour répondre à ça assez simplement, j'essaye d'avoir une programmation qui est cohérente tout au long de la construction pour que la forme monte progressivement.
Et après, derrière, je décharge. Alors, pas trop, mais je décharge quand même pas mal, hein, surtout avant les ultras. Mais je maintiens quand même de la fréquence, parce que sinon le corps il comprend plus ce qui se passe. Mais tu vois, j'ai déjà fait des choses, même sur Ultra Trail, différentes. J'ai déjà fait des décharges classiques sur 2 à 3 semaines, mais j'ai déjà fait d'autres points où j'ai déchargé quatre semaines avant et j'ai fait une remontée en fait jusqu'à la compète. Ça va vraiment dépendre aussi de comment la personne réagit. Et tu vois, il y a pour certaines personnes, j'ai déjà fait des types d'affûtage qui étaient vraiment différents. Ça va dépendre pas de la réaction physiologique, ça on s'en fout. Pour moi, hein, c'est de la réaction mentale et du mindset du moment. Tu vois, t'as une personne selon comment elle se sent. T'en as, ça va justement la même personne sur la période, ça va très bien lui aller parce qu'elle est en confiance de bien décharger avant, parce que justement elle sait, elle a l'habitude. Et des fois, si la personne elle est un peu moins en confiance pour je ne sais quelle raison, bah finalement, je vais plutôt décharger un peu plus longtemps à l'avance et faire une remontée de charge jusqu'à la compète pour qu'elle ressente la forme montée. Ce qui, en vrai, l'affûtage, en fait, c'est important si tu fais n'importe quoi. En gros, tu vois ce que je veux dire. Mais dans les 15 derniers jours, tu vas plus progresser. Donc, ça a de l'importance si tu fais n'importe. Mais en soi, ça changera pas la face du monde, hein, si tu as bien construit avant correctement. Hmm. Ouais, et tu vois, j'aimerais bien que tu me donnes ton avis sur un exemple que j'ai fait moi-même. L'année dernière, j'ai fait un T24, donc c'est un triathlon de 24 heures. Oh là là. Euh, oh là là, ouais, comme tu dis. Ouais. Donc voilà, je me suis bien entraîné et tout. Et la dernière semaine, la semaine avant, je me suis pas entraîné. Pas du Ouais. tout. Euh, et j'ai juste maintenu, voilà, je me suis dit, euh, tu fais tes 10 000 pas par jour, t'as un minimum d'activité, t'es pas sédentaire, mais je me suis pas entraîné parce que bah, il y avait les déplacements, tout ça, et psychologiquement, Hmm. j'avais envie d'être au top du top pour les 24 heures, pour arriver frais. C'était vraiment d'un point de vue psychologique, et j'ai voulu tester ça et ça s'est avéré hyper payant. Je suis arrivé hyper frais, je suis arrivé en très très bonne forme. Est-ce que pour toi c'est un levier plutôt risqué comme ça de baisser drastiquement? Je parle pour des épreuves longues, hein, là, de couper complètement par exemple une semaine avant, ou c'est une stratégie qui peut être viable? Non, alors pour moi, c'est pas risqué. Enfin, tout est toujours risqué et toujours pas risqué. En fait, ça fait sens sur du long. Parce que sur ton 24 heures, t'as pas besoin d'être suractivé au départ, tu vois. Hmm. T'as 24 heures, t'as 24 heures pour te réveiller, tu vois ce que je veux dire. Donc, même la veille du TMB, je peux mettre des veilles de course où les gens, en fait, elles sont surtout là pour occuper l'esprit, on va dire ça comme ça. Mais non, pour moi, ça fait sens. En fait, ça fait sens si tu crois dans ce projet-là, justement, tu vois. Et c'est même le plus intelligent hein, quelque part. Derrière. En fait, c'est dur la dernière semaine parce que si t'es serein, effectivement, t'aurais pas besoin de faire grand-chose. Mais quand t'as le stress qui monte, tu vois, l'affûtage, moi, les gens, j'ai plutôt l'impression, surtout sur l'ultra, faut que je les occupe sans les fatiguer. Tu vois, c'est un petit peu ça. Hmm. Sauf que si je leur en mets pas trop, ils vont craquer. D'un seul coup, ils vont aller faire 4 heures pour se rassurer. Enfin, tu vois, c'est un peu ça sur le sujet. Mais je vais te donner deux exemples à ça pour aller dans ton sens. L'année dernière, putain, je radote parce que j'ai parlé de ça il y a 2 jours à quelqu'un. Je préparais quelqu'un pour un 175 km, un trail, Stéphane. Et en fait, je me suis couillé. J'ai oublié de lui faire un. Je pensais que j'avais fait sa prog et je ne l'avais pas fait. En fait, je lui ai juste mis les sorties clés finalement, mais je n'avais pas mis les autres footings et les autres séances. Puis, parce que lui, il est aussi assez autonome. Et là, c'était 3 semaines avant, je dirais, ou 4 semaines avant, j'ai plus tout en tête. Et là, je discute avec lui, il fait, ah, tu m'as pas mis grand-chose, ça te ressemble pas. Je dis, qu'est-ce que tu me racontes? Je vais regarder sur putain le con. Et du coup, il avait suivi scrupuleusement le programme. Je ne sais pour quelle raison. Alors, Steph, si tu nous écoutes, parce que, en tout cas, son renfort, il le suit pas scrupuleusement. Mais bref, il s'est avéré qu'il avait beaucoup, beaucoup déchargé. Du coup, on a fait une petite remontée de charge jusqu'à l'objectif, mais très légère. Et toi, son UTMJ, là, il fait les 175 bornes, il met 25 heures, il les tourne fort, tu vois. Et Hmm. tu vois, je me suis dit, alors je vais pas refaire des copier-coller à tout le monde, mais finalement,
moi qui suis déjà assez conservateur dans les affûtages, là j'ai été encore plus et ça a pu fonctionner. Et le deuxième exemple, c'est un cas perso. Quand je faisais le marathon il y a 2 ans, 3 ans, 2 ans, enfin bref, le 2 week-ends d'avant, j'avais prévu de faire mes dernières sorties longues et de décharger pendant 15 jours. Sauf que c'était l'anniversaire, entre l'apéro, madame qui dit, oh, en gros, qui m'a fait comprendre que c'était bien beau ma prépa marathon, mais il fallait un peu en profiter. J'ai rien foutu du tout pendant le dernier week-end où j'étais censé tout bien faire. Et bah finalement, alors j'ai passé les 7 jours suivants, c'était des sales sensations justement parce que j'avais coupé trop vite. Mais finalement, c'est revenu jusqu'au marathon et le jour du marathon, ouais, j'étais vraiment prêt pour mon niveau pour faire ce que je voulais, tu vois. Donc ce que tu dis, je pense que tu prends plus de risques, mais ça c'est général à à tout le temps, à trop en faire qu'à en faire pas assez en fait finalement. Donc ouais, pour moi ça peut faire sens. L'erreur, ça serait de faire un copier-coller et de refaire ça tout le temps ou parce que ça a marché sur toi, de le refaire à faire à tout le monde, en fait. C'est juste ça. Mais en tout cas, d'être conservateur, ouais, pour moi, c'est une bonne idée quand c'est du long. Et du coup, peut-être que moi, le conseil que je donnerais pour justement des coureurs qui nous écoutent ou même des coachs, c'est en fait de tester, puisqu'en fait, on va tous Mm, réagir un peu différemment, et c'est d'avoir un peu des objectifs B dans l'année qui vont nous permettre de tester ce genre mm, ce genre mm. de pari, on va dire, en amont du gros objectif que l'on prépare, quoi. Ouais, bien sûr, et même sans parler de tester sur des objectifs, alors ça en fait partie, bien évidemment, mais savoir comment, quand tu as fait un bloc d'entraînement, bah, comment tu réagis la semaine suivante et tout, tu vois, ça donne quand même des indications. Et tu vois, en fait, l'affûtage, il doit être à l'image, pour moi, de la prépa. Si tu as fait une prépa assez linéaire, bah, tu vas faire un affûtage qui est plutôt linéaire. Et si tu as fait une prépa qui est plutôt par bloc, pour moi, tu vas faire un affûtage un peu avec des relances, etc. Et comme ça, je pense que ça correspond bien. Et tu vois, je vais même plus loin. En fait, l'affûtage, il commence, d'un point de vue fraîcheur mentale et physique, il commence dès le début de la préparation. Je m'explique, tu vois, j'avais quelqu'un qui préparait l'UTMB l'an passé. Et en fait, on a fait le choix de pas faire de 100 bornes de prépa, on a fait qu'un 42. Et la prépa, en fait, on a vraiment attaqué la prépa en mai. J'ai pas dit qu'il avait rien foutu avant, mais enfin avril-mai, avant, j'ai pas mis des sorties de 5 heures, je lui ai pas mis de sortie de même de 4 heures. C'était juste régulièrement, on a fait 2 fois de force par semaine, comme quoi j'en sais faire des fois, parce que lui il pouvait la supporter, hein, la force max, enfin en tout cas du lourd. Mais on a vraiment pris le temps avant d'y aller parce que ce que je voulais, c'est qu'il arrive au moment où ça allait être le plus gros de la prépa, juin, juillet, tu vois, pour une course fin août. Bah, je voulais qu'il soit frais mentalement, qu'il soit pas fatigué de tous les points de vue. Et donc c'est pour ça que je te dis ça commence dès le début, parce que l'affûtage finalement, l'objectif c'est de pas arriver cramé et notamment mentalement sur une épreuve qui est très longue. Et donc ça doit aussi se faire dès le début ce raisonnement-là, et en se disant attention. Tu vois, on en revient au bloc dont on a parlé avant. Je vais avoir un gros bloc. Alors lui, c'était pas un bloc de 8 heures, hein, c'était 3 jours de suite en itinérance, mais j'ai ce gros bloc-là pour il va me servir pour ma course, mais pour qu'il se passe bien, j'ai quand même besoin d'être un peu frais, donc il faut que je décharge aussi l'entraînement un peu avant. Il faut pas que j'attaque bille en tête dès le début de la préparation. Tu vois, je sais pas si ça fait sens hein, ce que je te dis par rapport à ta question, mais c'est quand même lié. Hein. Ouais, non, très très clair. Mm. Très clair. Ça fait déjà 1 heure et demie qu'on tourne là, Nico. Mm. Ouais. Euh, petite, euh, petite dernière question sur toi, justement, sur ton organisation par rapport à toutes tes activités, le sport, la vie perso. Comment tu fais pour gérer tout ça? Comment tu organises tes journées? Et en ce moment très mal, d'où mon manque de sommeil, mais bah, j'ai deux gros projets à terminer et justement, en fait mes journées elles sont pas vraiment et je suis pas, alors autant je suis très bon, enfin je pense être très bon dans ma structuration de mon système d'entraînement pour entraîner les gens, etc., etc. Autant dans ma propre structuration, il y a des fois ça va, des fois ça va pas. Alors j'essaye de progresser hein, sur le sujet. Globalement, dans l'esprit quand même, ma priorité, c'est les gens que j'entraîne. Donc ça veut dire que je commence toujours ou quasiment toujours mes journées avec ça. C'est-à-dire que je réponds aux messages, je vais regarder sur ce qu'ils ont fait, s'il y a besoin de regarder, parce que je n'analyse pas toutes les séances.
Donc ça, c'est le gros de mon activité. Et ensuite, derrière, ça va dépendre des périodes de l'année, tu vois. Derrière, soit je avance sur d'autres projets, soit je vais m'entraîner quand même. Enfin, faire du sport tous les jours ou presque. J'ai un jour de repos quand même dans la semaine. Mais si on parle professionnellement, je mets la priorité sur ça. Et ensuite, seulement derrière, j'ai mes autres projets qui sont un peu parallèles, les formations, ça peut être les expéditions de livres où j'en envoie quand même une ou deux fois par semaine. Mais mes journées, elles sont pas fixes, du coup, je réponds pas vraiment à ta question. Par contre, si ça peut servir de conseil aux gens, alors faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais, justement. Je travaille beaucoup sur ça et ce qui me semble être le mieux, c'est de travailler que le matin. Je me rends compte que si je travaille que le matin, c'est à la fin de la semaine, c'est là que j'ai fait mes meilleures semaines. Toi, si je fais un 6h midi, euh, bon, 8h midi, puisque je me suis levé plus tard, hein, mais 6h midi, globalement, à la fin de la semaine, mais c'est comme l'entraînement en fait, finalement, je me sens beaucoup mieux. Là, en ce moment, tu vois, pour skier, ça réchauffe un peu, donc c'est pas agréable l'après-midi, donc je vais skier le matin. Sauf que, bah, pas ce matin, mais sauf que le problème, c'est que si je fais ça, bah, j'attaque à bosser à 13h et bah, t'en rajoutes, t'en rajoutes, t'en rajoutes. Je pense que la question, là, tu poses pour les autres entraîneurs, c'est pas si évident que ça. Je dirais, pour résumer, c'est priorité à mon activité principale, qui est les gens que j'entraîne finalement. Et tu vois, moi, je fais des programmations pour le mois. En général, je fais des cycles de 4 semaines. Et en fait, une fois par mois, j'ai une semaine où je fais quasiment que ça. Tu vois, où je refais le cycle du mois précédent et après, je réajuste en cours de mois. Et après, je tourne autour de ça. Mais tu vois, mes journées, ça va dépendre des périodes en fait. Il y a le boulot à faire, je le fais, mais faut pas, ça se trouve, tu peux me dire comment toi tu t'organises, ça va peut-être m'aider, mais je trouve pas la très bonne organisation. Et ce qui est paradoxal, parce que tout le monde me dit que je suis très organisé dans mes systèmes d'entraînement, mais pas toujours pour moi. Et bah après, tu vois, je fais un peu comme toi. Moi, j'aime bien le matin. C'est là où, Mm. niveau cérébral, je suis le mieux réveillé, où ça va le plus vite, où je prends les meilleures décisions, même pour l'écriture, faire du contenu, etc. Euh, donc, euh, donc c'est pareil. Et puis après, moi, là où j'ai du mal et où je te rejoins, c'est que le travail, c'est comme le sport, ça doit respecter une certaine progressivité aussi. Si t'en fais trop, tu te surentraînes Mm. comme en sport. Et ça, moi, c'est un des points où je dois un petit peu gérer, c'est que j'ai tendance à Ouais. faire des grosses doses d'un coup et après devoir souffler un petit peu. Et l'organisation, après, je pense que ça se. Il y a, comme tu as dit, il y a des blocs qui sont hyper importants qu'on ne peut pas bouger dans la journée. Par exemple, bah, pour tous les deux, ça va être les coachings. Moi, ça va être si je dois aller en cabinet ou quoi. Euh, et après ça évolue en fait au fur et à mesure, enfin, en fonction des échéances que l'on a. Puis même niveau entraînement à côté, bah, là, les week-ends, je commence à avoir des sorties de 3, un peu plus de 3 heures. Bah, Ouais. ça commence à prendre plus de place que quand il y avait qu'une heure, quoi. Donc, faut gérer Ouais. tout ça. Ok. Et c'est vrai aussi. Et par contre, je me suis quand même amélioré hein, sur certains points. Justement, en ce moment, je bosse beaucoup pour tenter d'améliorer mon système, pas d'entraînement, mais général, pour perdre moins de temps après. Mais ce que je fais beaucoup maintenant, c'est que j'ai une messagerie, j'utilise une messagerie, enfin Telegram, mais peu importe laquelle c'est, qui est uniquement une messagerie pro, ce qui fait que je l'ai pas sur le téléphone. Et ça a franchement changé ma vie. Parce que en fait, les gens peuvent m'écrire 7 sur 7, 24 heures sur 24. Eux, ils se posent pas la question de s'ils me dérangent ou pas. Et moi, en fait, je suis pas dérangé parce que quand j'ouvre l'ordinateur, c'est que je suis en train de travailler. Donc, tu vois, ça, c'est un conseil que je peux donner, c'est de séparer. Enfin, pour moi, en tout cas, d'avoir le WhatsApp où tu as la famille, les potes et le boulot dessus, j'étais comme ça avant, mais c'est ingérable. D'avoir au moins séparé ça, ça m'a beaucoup sauvé de temps et c'est justement le problème qu'on peut avoir quand on est passionné. C'est que vu que j'ai sauvé du temps, au lieu de l'utiliser pour me reposer, bah, je l'ai utilisé pour faire autre chose, quoi. Voilà. Je vois très bien ce que tu veux dire. Ouais. Ouais. Mais, mais ouais, c'est vrai que c'est très intéressant ce que tu dis sur la messagerie. Là, par exemple, moi, je suis sur WhatsApp et c'est vrai que
ton humeur du jour, des fois, peut varier en fonction de. T'allumes le téléphone le matin, t'as les ressentis, et il suffit. En plus, j'ai l'impression que c'est toujours soit tout le monde va super bien, Ouais. soit tout le monde va super mal. Et du coup, ton humeur varie un petit peu en fonction de ça, surtout quand t'aimes ce que tu fais et que tu y mets du cœur et que des fois, bon, bah, Mm. ça arrive, il y a des journées où ça va pas. Euh, donc ouais, Mm. séparer les canaux, même couper les notifications, tout simplement. Ah ouais, Euh, moi j'ai zéro notif, hein. Ouais. ouais, moi aussi, je suis tout le temps en ne pas déranger sur mon téléphone. Mm. Je suis un peu trop sur mon téléphone, quand même, Mm. comme beaucoup de Moi gens aussi, de ouais. ma génération. Euh, Ouais. mais, Ouais. euh, mais ouais. Ok, bah, Nico, on va approcher de la fin. C'était Merci vraiment un Thomas. super échange, très très intéressant. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin à donner pour mon audience? Donc c'est un peu un mix de, tu vas avoir des coureurs débutants, des coureurs qui vont avoir tendance à stagner, à se blesser régulièrement, mais aussi des coachs, des kinés. Est-ce que tu aurais un message de la fin pour mon audience? Et j'ai une question, qu'est-ce que tu prépares Thomas avec tes sorties de 4 heures? C'est quoi l'objectif? Euh, alors là, pour le gros objectif de cette année que je m'étais fixé, là, cette année, je me suis dit, j'ai envie de me mettre au trail. Mhm. Et là, le gros objectif cette année, c'est 50 km, 1700 mètres de dénivelé en mai. Et là, C'est où? Le Ventoux? c'est le Trail de Haute-Provence, Ok. donc qui est pas trop trop loin du Ventoux. Euh, et là, j'ai Marseille-Aix qui a un 42 km, 1000 mètres de dénivelé, 1er mars. Donc là, je commence à mettre du Trop bien. volume tranquillement, j'augmente progressivement. Et j'ai une petite backyard en fin d'année pour... Et il y en a plein qu'en font. Ok. Tu fais où? ouais. Je la fais en Corse. Oh, j'en ai un qui. Putain, qui c'est qui fait ça? Ok, ouais. Ok, ok. Donc, Ah, ouais, voilà. Et puis, bah, pour progressivement, pour l'année prochaine, aller rentrer, j'aimerais bien dans l'ultra si je suis capable de le supporter. C'est pour ça aussi que je voulais mettre la backyard pour faire un petit peu ouais. mon test, voir Hmm. ce que je suis capable de supporter, quoi. Ouais, bah prendre le temps, ouais. Ouais. Justement, le conseil que je pourrais donner aux pratiquants, mais finalement aux coachs qui entraînent dans la philosophie. Alors attention à prendre avec des pincettes. Moi, j'aime pas donner des conseils. J'aime proposer des choses aux entraîneurs. En tout cas, c'est justement prendre le temps de construire les choses. Et tu vois, c'est paradoxal parce que moi, dans les procs que je fais, chez certaines personnes, je peux dire, je les ménage absolument pas par période. Il y en a, je pense qu'ils ont envie de m'insulter certaines semaines ou certains jours. Mais pour autant, s'ils ont envie de m'insulter, c'est que derrière, je lâche du lest, tu vois, pour que ça aille aller. Mais c'est de prendre, justement, tu disais la récupération, on progresse aussi en récupérant. Et c'est tout autant physique que mental. Donc, je dirais prendre le temps de construire les choses et de pas être pressé aussi. C'est-à-dire que si demain, tu as un objectif, tu vois, c'est souvent en trail que ça fait ça. Tu vois, les gens, ah, c'est le volume, le volume, le volume. Alors que moi, je suis un fervent partisan du volume en soi, surtout venant du ski où c'est comme très extra-culturel. Mais en fait, faut refaire le plus possible qu'on est capable de le tolérer. Et qu'on est capable de le tolérer, ça, c'est très dépendant d'un individu à l'autre. Tu vois, c'est-à-dire vraiment prendre le temps de construire les choses. Et tu vois, à la fois, on regrette jamais. Tu vois que des fois, on a la flemme d'aller s'entraîner, ça nous arrive à tous. On regrette jamais d'y être allé, ça c'est vrai. Mais par contre, on regrette souvent d'y être allé trop vite ou d'y être allé trop longtemps quand on n'arrivait pas à le digérer. Donc, prendre le temps. Et c'est souvent le cas en trail. Tu vois, s'il y a un 100 bornes, c'est souvent ça, hein. Quand il y a le 100 bornes, bah, les gens, ils partent billes en tête, mais même sur un marathon, hein, ça peut faire ça. Ah, faut que je fasse mes sorties de 4 heures et tout, c'est dans 6 mois. Ah, écoute, ta sortie de 4 heures, tu la feras aux 2 tiers de la prépa, et puis ça sera suffisant. Donc vraiment prendre le temps de construire les choses et d'avoir une pratique qui vous fait plaisir. Et écoutez-nous quand on parle sur les réseaux sociaux, mais ne nous écoutez pas trop. Faites-vous aussi confiance à votre expérience, à votre ressenti. C'est pas parce que moi j'ai dit par exemple que il fallait pas, que je trouvais que la force max était dangereux, que si vous aimez ça et que vous en faites depuis 10 ans, ça sera sûrement pas dangereux pour vous. Tu vois, il faut aussi relativiser ça. Et n'oubliez pas, ah oui, prenez du plaisir dans ce que vous faites, franchement. Et par contre, je trouve que le plaisir, on le trouve aussi quand on a réussi son objectif.
En tout cas qu'on allait au bout, hein, c'est déjà le premier point. Et dites-vous quand même que la satisfaction d'être allé au bout, elle n'arrivera que si vous avez pu atteindre la ligne de départ. Et donc prenez le temps quand même de construire les choses. Voilà ce que je peux conseiller. Ouais, super Nico. Où est-ce qu'on te retrouve? Alors, principalement sur Instagram, donc ma page c'est agile.training, agile.training. Mon site internet agile-training.club. Et puis mon podcast s'appelle Endurance 30. Voilà. Et Super. sinon dans le Et bah, Jura, dans le plus beau pays du monde. super. Et bah, tous les liens seront en description. Merci Nico, c'était vraiment hyper enrichissant. Et puis, Merci, bah, les amis, on se retrouve pour une prochaine. Ciao. à bientôt.